lancer le truc, c'était plus pour me vider la tête et me dire je fais quelque chose que me dire je vais me retrouver un jour boulevard Sébastopol avec mes propres studios. Millionnaire, une boîte 40. On les a détruits après France Canada. Là, on était que des gars qu'on connaît. On les adore. Ils nous ont régalé sur les 2 compètes d'avant. Tu fais des médailles olympiques. Tu peux pas dire qu'ils ont été bons. Tu vois, et les premiers à dire ouais, vous avez raison, vous êtes dans le vrai, c'est les joueurs. Je viens pour Sud-Ouest aussi. Je fais un mec qui fait des marathons avec des échasses. Je fais du rugby féminin, des interviews de meufs. Mais franchement, c'est. Le marathon sur échasse, on en parlait la semaine dernière. C'est tellement drôle. Salut les gars, bienvenue dans Mauvaise Langue. Je sais pas comment je dois vous appeler aujourd'hui. La First Team, Erwan, Thomas. Alors déjà, les deux. Alors déjà, c'est First Team, c'est pas la First Team. C'est le grand combat de Thomas. C'est vrai qu'on dit beaucoup, on dit souvent la First Team. J'ai lâché. Mais en fait, le mieux, ça serait de dire First Team. Mais tu peux nous appeler Erwan, Thomas, First Team, ce que tu veux. Sauf, je crois qu'on va faire le tour de tout ça. On va faire le parcours, on va faire le tour de tout ça. Et avant d'être donc First Team, vous étiez Thomas et Erwan à part. On est toujours Thomas. Est-ce que je peux te poser juste une question avant qu'on commence? Allez, vas-y. Je vais prendre un peu ton rôle. Vas-y. Dès le début. Il est sympa, Gilbert Montagnier. Quel pub exceptionnel. Il a fait sa Fofana, il est sympa aussi. Je veux pas balancer un joueur qui était sur le tournage. C'est pas que c'était. Mais on avait un peu des doutes sur s'il savait qui c'était ou pas. Ah mince. Après, c'est une histoire de génération. C'est va. Ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti un tube. On va dire ça. Après, avec que 2 joueurs, avec toi. C'est ça. Benadir a fait ça. Vous étiez 3 les mecs. Voilà. On peut deviner ou pas alors? Est-ce qu'il y a un meilleur attaquant qu'un autre? On peut dire ça comme ça. D'accord, ok, on lui posera la question alors. Après, il m'a fait ça, mais des paniers cette année aussi. Donc, oui, c'est vrai. D'accord, mais l'autre, il en met plus. Bon, on recommence fort. Les gars, donc voilà, je voulais un peu revenir sur votre parcours. Maintenant, vous parlez beaucoup de NBA. C'est vrai que moi, je vous connais depuis un petit bout de temps. Thomas, encore plus longtemps. Très longtemps. Erwan depuis, je dirais, 2013, quand j'étais allé à Bein. Comment vous êtes tombé dans le basket? On va commencer par Erwan, c'est le plus vieux. C'est le OG. Ah oui. De plus en plus, on m'appelle le vieux, c'est terrible. Il est de plus en plus vieux. On commence à faire des blagues là-haut avec les jeunes pour dire regarde, Erwan, il a oublié ça, il a encore oublié. C'est vraiment, je vis une quel âge, en fait? 43, 82. Il pourrait encore jouer. Je joue encore. Non, jouer en club, licencié, gagner des matchs. Non, en ancien au moins. Non, certainement pas. Comment je suis tombé dans le basket? Alors moi, je suis issu d'une famille de footeux. Ok. Tous mes cousins, tous mes oncles, mon père jouaient au foot, donc j'ai commencé naturellement par ça. Et puis je sais pas, je suis tombé sur 2-3 magazines de 5 majeurs à l'époque, MVP basket, et ça m'a tout de suite fasciné un petit peu ce monde-là du basket américain, évidemment. Mon père m'a fait mater quelques matchs à l'époque, c'était sur France Télévisions aussi, enfin France 2 pour faire vraiment l'ancien. Donc le basket m'a toujours plu, puis un été je suis allé à Brest, la ville où je suis né, et mon parrain était DJ du tournoi des As. Tu l'as fait ce tournoi à Brest? Voilà. Non, oui, une fois je crois. Possible. Et moi je le referai plus tard avec l'étendard de Brest, et là je viens, et je me dis ah ouais mais en fait c'est trop bien, il y avait Pau, de Rigaudot, de Murzan et tout, ça m'avait émerveillé. Quand je suis rentré, je voulais plus jouer au foot, je voulais une paire de Nike, tu sais où c'était marqué Air, les up-tempo là. Il n'y a pas encore les filas. Non, ça arrivera plus tard, les filas dégueulasses. Et donc, en fait, je tombe là-dedans. Il fallait que je fasse du sport. Mes parents m'ont obligé à choisir un sport après le foot. Et donc, le basket, c'est naturellement le truc parce que le monde américain, je découvrais le rap aussi, Tupac à l'époque. Enfin, c'est tout un. C'était grand aussi. J'étais grand. Ça compte aussi dans notre. Mais ça va dans le basket. Mais en fait, ça va compter après. Ah, t'étais grand déjà quand t'étais jeune? Oui, j'ai été grand très rapidement. Ce qui au foot m'a gonflé parce qu'il voulait que je mette tout le temps la tête. J'étais très cliché. Mais en fait, le fait que oui, quand je vais arriver la première fois à l'USPEG, mon club, le club de Laurent Forest d'ailleurs, qui a été formé là-bas aussi, j'arrive et en fait, oui, là, je vois que je suis grand et que je mets des paniers et tout, mais que plus proche du, tu sais, je prends des rebonds, des trucs de grand, mais je vais pas au basket parce que je suis grand, je vais vers le basket parce que je trouve ça cool. Pour la culture. Pour l'adresse, le style, le flow, tout ce qui se dégage de ce sport. Et c'était qui ton joueur un peu à l'époque du coup? Moi, ma première idole, c'est Latrell Sprewell en NBA. Ah ouais, parce que j'avais un poster où il met la balle derrière. C'est vraiment le gars, il prend pas le joueur. C'est pas Michael Jordan, quoi. Tu vois, mais non, mais un peu quand même, non? Mais après, sur le tas, en fait, mes premiers magazines que j'achète, tu vois, c'est 94, donc je crois que Jordan vient de prendre sa retraite.
Et en fait, le premier poster, le premier que je vois et les articles que je lis, c'est la 13 Sprewell. Et je trouve ça archi stylé. D'ailleurs, je prends le numéro 15 pour commencer. Et après, je comprends que le numéro 15, en fait, c'est un backup pivot en Europe qui a 5 fautes à donner. C'est mon numéro. Mais en plus, À l'époque, en tout cas, c'était ça. Même profil. Même profil. Après, je prends le 8 pour Kobe, parce que tu vois, on va découvrir Kobe. Putain, c'est vrai qu'on a les mêmes refs un peu. Hein. Moi, c'était Kobe. Non, pas la Trell Sprewell. J'avais jamais essayé d'étrangler le coach. Moi, oui. On va y revenir. J'ai quelques trucs. Et toi, Thomas, du coup? Bah écoute, un peu comme Erwan, dans ma famille, on n'est pas du tout basket. Donc, je découvre après coup qu'il y a des basketteurs dans ma famille, mais c'est un autre débat sur lequel on pourra aller. Mais un peu comme Erwan, je tombe un peu par hasard, je pense, via l'école, mine de rien. Je crois que je fais une année de basket en CE1, un truc comme ça. Après, j'arrête parce que j'ai pas un comportement tip-top d'après mes parents à l'école. Et puis, je retourne au basket en CM2 et au début du collège. En fait, je tombe dans un collège dans le 18e à Paris où il y a une section basket. Donc, ils ont recruté, on va dire, un peu tous les bons basketteurs du secteur. Il s'avère que j'étais doué, même sans le savoir. Et là, j'en compte des potes. J'en compte surtout mon prof de gym, en fait, tout simplement. Ça se dit plus du tout, ça. Prof de PS. Prof de PS. Respecter le métier. Ouais. Donc, Thomas Fondeur, auquel je pense, qui me dit... Sur quoi, du coup? Pardon? Il courait sur quelle distance? Tu lui demanderas. Mais et en fait, avec deux de mes potes, Nour et son frère, Cham, très rapidement, ils nous mettent au Paris Basket Racing. Donc, j'ai découvert le basket en club au Paris Basket Racing en 5e. Donc, tu vois, tu tombes là-dedans et tu tombes tout de suite avec des bons coachs, des bons joueurs autour de toi. Tu gagnes des matchs assez rapidement. Le fait d'être grand, alors là, j'y reviens, mais moi aussi, j'étais vachement en avance. T'es tout de suite le plus grand, t'es bon, t'es beau gosse, t'es bon, mais en tout cas, t'apprécies. Il n'y a rien de mieux que faire un sport, découvrir un sport et de rapidement voir que t'es un peu doué et que tu gagnes des matchs. C'est le plus facile quelque part c'est ce que j'allais dire la première fois que je t'ai vu. Tu sais que j'ai encore la vision. Hein. C'est vraiment clair et limpide. À Temple-sur-Lot. Eh oui. Moi, j'étais avec l'équipe d'Alsace. Ouais. Alors, j'étais pas le meilleur de l'équipe d'Alsace, etc. J'étais surtout pas le plus grand. Et là, on arrive, on doit jouer l'Île-de-France le premier match. J'ai l'impression que c'était Space Jam. Tu vois, tu vas jouer contre les Monstars. On était suraffûté, c'est vrai. Suraffûté. Et le seul où tu te dis, bon, bah lui, ça doit être le gars qui porte les bouteilles, le plus petit, Andrew. Eh oui. Et bon, en fait, c'est le gars qui. C'est le plus fort. Je dis pas que c'est le plus fort à l'époque. Ouais, mais en tout cas, c'est lui qui fera de loin la meilleure carrière. Dans son style super relou, quoi. Ouais. À piquer des ballons, Ouais. j'étais. Et toi, je me souviens très bien de toi. Et on regardait vos échauffements. Il y avait Mohamed Koïta. Tout à Je dis fait. pas de bêtises, qui mettait des moulins avant de l'espace, alors que c'était le seul qui savait pas jouer au basket encore. C'est vrai ou pas? Qu'il l'avait pris, il l'avait pris dans votre équipe juste pour les qualités athlétiques. Mais c'était incroyable. Et après, il avait vite progressé, il est allé au centre de formation du Mans. Et du coup, c'était ça un peu ma question. Derrière ces années-là, Temple-sur-Lot, l'Île-de-France, qu'est-ce que tu deviens après? C'est vrai que, je te disais que j'étais doué, et c'est vrai qu'un peu naturellement, je fais toutes les sélections, donc ces sélections de Paris. Sélection Île-de-France. Sélection Île-de-France, sélection de zone aussi. Ouais. Tu vois, donc Temple-sur-Lot, c'est un bête de souvenir parce qu'on jouait à finale contre l'équipe du Sud-Ouest avec la fanfare et tout. C'est la première fois de ma vie que je joue un match de basket avec la bandasse, tu vois. Donc, incroyable souvenir, défaite en finale cruelle. Bref, on perd, je me vois encore pleurer et tout. Et en fait, on est. Donc, moi, je suis au Paris Basket Racing. Je ne sais pas si c'est vrai ça, mais en tout cas, nous, on avait l'impression que, étant dans un club professionnel déjà, il y avait une espèce de clause les joueurs des autres clubs ne peuvent pas être attaqués par d'autres centres de formation. Tu vois, il y avait un petit peu ce fantasme. Honnêtement, je sais pas si c'était vrai. Okay. Et donc, on reste à Paris. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'était un mauvais choix. Tu vois, je passe de Pôle Espoir où je fais 2 ans en internat, où tu as tout à dispo, tu vas au collège, puis après tu joues au basket, tu rentres chez tes parents. Je m'envoyais 1 heure de métro le soir, 1 heure de métro le matin. Il y avait les entraînements tous les jours aussi. Donc, pour le coup, Christophe Denis était l'entraîneur en espoir, qu'on recroisera un petit peu plus tard dans nos vies. Et en fait, c'était hardcore, quoi. Le rythme était infernal, c'était très, très dur. Et qui est Kim Tilly? Alors, il y avait Kim, il y avait Mathieu Richter, il y avait Olivier, il y avait la fine équipe. Il y avait Olivier Romain, je pense, la première année. Il y avait Mathis, que tu connais. Il y avait Nour aussi. Il y avait Andrew, bien sûr. Et c'est vrai que nous, on souffrait énormément du fait que Andrew soit arrivé donc, de son club de 77. Et en fait, ils lui ont tout donné. C'est-à-dire un appart, un peu d'argent. Alors, tant mieux, parce qu'il a fait carrière et in fine, c'est lui qui a été le meilleur. Mais nous, on s'est tous retrouvés un petit peu là à dire, bon, vas-y, maintenant, tu fais un pas en arrière et faut que tu fasses tes preuves une nouvelle fois. Et j'ai toujours cette infime conviction que si j'étais parti loin de chez mes parents, alors pas contre mes parents que j'adore, mais tu vois, dans un centre de formation où tu es dédié au basket,
Pas chez tes parents, on dit, bah, faut que tu travailles à l'école, faut que tu assures de ce côté-là. Sinon, tu peux pas jouer au basket. Un peu, tu vois, c'était un peu le deal avec les parents. Si j'étais parti, peut-être que j'aurais exploité mon potentiel. Parce que, bon, C'est sûr que quand tu pars loin de chez tes parents, personne te dit de faire tes devoirs. ça, c'est clair. Et j'en suis l'exemple. Alors, en général, à l'école, ça se passe moins bien, mais tu deviens un meilleur basketteur. Tu vois, donc, tu sais, il y a dans tous ces souvenirs de jeunesse, après les sélections de zone, il y avait le premier rassemblement équipe de France. Ouais. Et donc là, on se retrouve, il y a tous les joueurs, tous les meilleurs joueurs de France, où nom par nom, ils appellent les mecs. Et donc moi, dans ma sélection de zone, donc il y avait tous mes gars, il y a la moitié de l'équipe qui a été appelée, et la deuxième moitié qui n'a pas été appelée. Et donc moi, je faisais partie des mecs qui n'ont pas été appelés. Je peux dire que ce jour-là, j'ai fait « Ah ouais ». Donc là, on passe dans un autre truc, on s'amuse plus, et là, je suis pas pris. J'avais bien la haine. Du coup, je me retrouve à m'entraîner comme un fou. Et en tout cas, moi, dans ma sensation, les premières années cadets à notre époque, U18 maintenant, en fait, je reviens, je suis super fort. Tu vois, donc on est à un moment où on nous dit, bon, bah, le but, c'est d'aller en NBA. Il y a Tony Parker qui y est. En plus, vous êtes dans le club de Tony Parker. Maintenant, on va voir qui est qui quelque part. Ouais. En vrai, il n'y a personne qui est allé en NBA dans ma génération. Mais j'avais ça en tête. Et au bout d'1 an, 2 ans, ça se passe pas si bien que ça. Les allers-retours sont durs. L'école, on est changé de lycée. Tout n'était pas réuni pour devenir professionnel, en tout cas pour ma part. Maintenant, si tu as un seul regret, c'est de te dire j'aurais dû aller peut-être ailleurs. Ouais, bien sûr. Ouais, j'aurais adoré partir en centre de formation comme d'autres. Tu vois, il y en a qui sont partis à Cholet, à Nancy, certains sont partis à l'INSEP. Tu vois, je fais les sélections pour aller à l'INSEP. D'ailleurs, t'étais plus sur quel poste? Quand j'étais petit, j'étais grand, à l'intérieur. Après, j'étais ailier. Puis à un moment donné, on dit, ce serait bien que tu sois meneur de jeu. En fait, je me rends compte que meneur de jeu, c'est le meilleur poste. Ouais. En plus, à l'époque, tu pouvais croquer de l'espace. Ouais, c'est vrai que souvent, il y a ce débat. Tu vois, moi, j'ai toujours dit, moi, je veux que mon fils soit meneur. En fait. Mais bien sûr, c'est toi qui décides du jeu. Ouais. Donc après, chacun a son style et tout, tu vois. Mais si t'es nul, c'est tout le monde qui bien sûr, qui mange. Mais au moins, tu décides. C'est le plus passionnant et tout ça. Après, il faut avoir les capacités. Voilà, quand même. Non, mais souvent, vous le dites que meneur, c'est un vrai métier. Tout à fait. Je peux jouer meneur et je suis meneur de jeu. C'est deux choses complètement différentes, dépannées sur le poste. Mais toi, pour avoir joué avec toi, et moi, je t'ai toujours connu meneur de jeu, tu as les vraies qualités d'un meneur de jeu. Ouais, mais toi, tu diras ça et d'autres mecs avec qui j'ai joué diront, bah non, c'est un croqueur, tu sais. Alors que moi, mon âme premier. T'es un passeur, toi. Ouais, moi j'ai toujours pensé que j'étais un pass first, tu vois, dans mon truc. Après, évidemment, on est à des niveaux où tout le monde peut tout faire. Et plus tu augmentes de niveau, plus tes défauts sont des qualités pour d'autres bolos. Tu vois ce que je veux dire. No offense à mes gars qu'on a détruits. Mais donc ouais, non. Après, moi, j'ai toujours pensé être un meneur dans ma tête, tu vois. Enfin, être au centre de tout. Après, je vois tous les gars autour de moi, dont Andrew, qui a tu vois, il était tellement fort en fait, tellement plus fort. Et de jouer avec un mec qui était aussi fort, genre sur des trucs très basiques, genre tu joues contre Andrew à l'entraînement. Tu vas monter la balle 10 fois, tu vas remonter la balle 10 fois, il va faire 4 interceptions. Pour ta confiance, à un moment donné, c'est pas le meilleur. C'est pas comme ça que tu crées de la confiance. Et notre sport est fait de confiance. Si t'es pas en confiance, tout de suite tu joues. Tu te souviens de John Linehan? Bien sûr. Il était à Paris. Bien sûr, on voyait s'entraîner, mon gars, c'était. Andrew, tu vois, quand tu dis. Andrew a pris beaucoup de jeunes, hein. Et moi, j'ai vu John Linehan prendre la balle en Andrew comme un enfant. Sur un tournoi, je me suis dit, mais ça, c'est encore un autre niveau. Un autre niveau. Pour que Kobe dise que c'est le meilleur défenseur qu'il avait, alors que le gars il n'a pas fini en NBA, tu vois. En finale, l'anecdote de Kobe elle est incroyable, c'est la finale d'État à Philadelphie là-bas, et en fait il fait le Pennsylvanie. Tout à fait. Je sais pas, comme je vous laisse parler, j'interviens comme je le fais. Tout à fait. Merci Erwan. Non mais il a raison, il faut dire. Et c'est clairement le pire match de Kobe, en tout cas à ce moment-là, où je sais pas son pourcentage, ça doit être 10 sur 30 le mec. C'est Kobe évidemment, mais c'est parce qu'en face il y a un gars qui est hors norme défensivement et qui l'a détruit. Enfin, il a détruit. Bon, il a traumatisé même. Même en pro, il a traumatisé un nombre de personnes. Les remontées de balles étaient organisées différemment, justement parce que les meneurs pouvaient pas remonter la balle. C'était trop compliqué. Trop fort. Moi, quand je jouais avec Andrew, ils avaient dit tu montes la balle. Mais sauf que Nancy était assez intelligent pour en fait, si Andrew il se barrait là-bas, il se barrait pas avec lui, tu vois. Lui il restait. Et en gros, il prenait le premier gars. J'ai dit non, on va arrêter les bêtises. Andrew, tu reviens. Hein. S'il faut qu'il prenne la balle à quelqu'un, c'est pas pour moi. Hein. Et toi, t'as d'autres qualités, Nico. Mais oui. On va dire ça. Et toi, Erwan, du coup, souvent on t'entend parler de Pau. Le rendez-vous manqué. J'aimerais que tu m'expliques un peu. Donc, du coup, après tes belles années à Marseille, comment t'arrives un peu dans, si j'ai bien compris, secteur Biarritz. Ouais, le Sud-Ouest, qui est cher à mon cœur, mais j'arrive donc, c'est l'année 98, je vais passer mon brevet, c'est ça. Et donc toujours pareil avec mon parrain qui était
DJ, qui faisait la musique pour le tournoi. Il n'était pas DJ, il faisait la musique pour le tournoi à Brest. Il connaissait en fait auparavant. Ouais, je voulais pas le dire. Il était pote avec le président de l'Étendard de Brest, qui était pote avec Pierre Seillant. Ok. Et moi, à l'époque, ça se passe plutôt bien sur mes 2 premières années basket. Et on commence à me dire, mais tu veux pas essayer en centre de formation de faire des essais? Moi, j'y connaissais rien, mes parents encore moins. Et d'un coup, donc j'ai deux essais à l'Étendard de Brest. Donc j'y vais, mais là je me trouve avec des espoirs Pro B, mon gars, avec tous les mecs. Et à l'époque, les espoirs Pro B, t'as toute la banlieue parisienne qui vont faire tous les essais. Moi, j'ai 16 ans, je me retrouve avec des darons de 21 ans. Ça va être... Bon, bref. C'est quand même une bonne expérience, mais ils veulent me garder. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que je vais faire avec ces mecs-là? Tu vois, j'étais pas prêt encore à ça. Et finalement, je vais faire des essais à Pau. Ça se passe pas trop mal. Je joue avec des mecs de mon âge déjà. Et donc, je suis dans le bureau de Claude Bergeau et il me dit, écoute, très bien, on peut te garder, mais nous, c'est cas des régions. Je fais comment ça? Je crois que je vais partir de Marseille pour aller jouer en cas des régions. Alors, je joue déjà en cas des régions une fois, mais il y a déjà un mec, mais bon, il va jouer en espoir. Puis il y a un autre qui arrive, c'est son frère, Michael Pietrus. Je m'en fous, moi. Fais-moi jouer, frère, en cas des France. Donc, il me dit, non, mais je peux pas te garantir. Ou alors, tu commences en région et on verra comment ça se passe. Moi, je dis, non, je joue en cas des France. Il me dit, alors, j'ai une solution pour toi. On crée une antenne à Pau. Donc, coaché par Paco Lolé, à qui t'a volé un titre de champion de France cadet. Sur un tir, non, mais volé, tu m'as compris. Il était là, Brice. C'est à cause de votre coach. Je sais que Paco m'en a parlé à cause de votre coach, là, qui fait sur le lancer franc, qui fait scandale. C'est pas le coach. C'est même pas le coach. C'est le 12e joueur de l'équipe, qui est Maxence Broyer, qui après est devenu coach de Roy. Paco, il m'en a parlé, il a été très 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 mauvaise. Bref, vous remettez dans le contexte quand même pour tous ceux qui n'ont rien en tête, s'il vous plaît. Finale du championnat de France cadet. Bah, oui. Je crois que c'est Thomas Hurtel qui est au lancer. Ouais. Il a 2 lancers. Et je sais pas, il y a un mec qui dit non, il peut pas, c'est pas lui qui shoot, il n'y a pas faute, c'est pas lui sur qui il y a la faute. Bref, il y a une espèce de petit arrêt, tout le monde se regarde. Et en fait, il casse le rythme. Thomas rate son lancer franc, ils sont à moins de 2. Il rate les 2. Il se tape plus 1 et il rate les 2. Il rate les 2, remise en jeu, lui, il envoie une non, prière. il rate les 2 et il y a Fernando Raposo qui prend le rebond, qui shoot. Et au lieu de garder, il shoot. Ah, voilà. Et là, l'autre, il envoie. J'étais dans la salle, je me souviens très bien. T'étais là voilà. J'étais dans la salle. Je me souviens très bien de ce match. Thomas Hurtel a été extraordinaire. Ouais. Croqueur de l'espace, évidemment, là, Thomas. Il a dû mettre 35, je pense. Talentueux de l'espace aussi. Fantastique. Et donc, je vais à Biarritz avec Paco. Je croise des gens que tu connais, Cédric Bisley, Kenny Grant, que tu vas croiser en Pro A. Et puis voilà, je commence ma formation là. Et le but, c'était quand même de faire 2 ans et de retourner en espoir à Pau. C'était mon rêve. Bon, ça se fera pas. Écoute, et puis après, ça me construira avec pas mal de rancœur, de rancune, de colère. On m'a parlé d'un match U18. Donc un match KD France où tu as joué contre Michael Pietrus et tu aurais invectivé une dame dans les tribunes. Ouais, j'étais pas très malin, mais par contre, je mettais du cœur sur le terrain. Comment tu sais ça? J'ai mes renseignements. Bon, alors l'histoire, je vais la raconter parce que la jurisprudence, on joue souvent contre Mike. D'ailleurs, Mike, avec qui on s'appelle de temps en temps, me parle toujours. Il me fait qu'est-ce que c'était bien à l'époque où on jouait l'un contre l'autre à Biarritz. J'aimais trop. T'as été mon premier. Il me dit, t'étais mon premier ennemi du basket. Je fais, gros, t'as défendu. Adversaire. T'as défendu sur LeBron et Kobe. Mais bon, si ça m'a entraîné pour eux. Ouais, voilà, si tu veux. Mais il m'en parle encore avec beaucoup d'étoiles dans les yeux. Et donc, ce match à Pau, c'était un match très important parce que c'était la 2e année. Moi, je voulais encore aller. Je rêvais d'aller en espoir à Pau. Je pense que j'aurais dû y aller quand même. Mais il y avait toujours ces problèmes un peu de comportement. Mais je taffais, mon gars, franchement, je taffais. Il faut nous trouver des highlights qu'on puisse mettre en même temps sur les clips. Il faut appeler Paco, il doit peut-être avoir des cassettes. Et donc Mike défend sur moi, nanani, nanana. Il y a un moment donné, il y a une faute, pas sifflé, je sais pas quoi. Et le public à Pau Nord-Est, tu sais, dans la petite salle, je vois très bien. ça parle. Il y a un moment donné, il y a une femme, et je sais pas, je la vois, une femme qui doit avoir 45, 50 ans. Robe rose fluo, tu vois, ça pète aussi. Et moi, je suis dans mon match, je suis vraiment à fond. Je sais que c'est un match important pour peut-être faire la bascule pour l'espoir à Pau. Pour moi, c'est vraiment le match. Et en plus, je suis bon. Je fais un bon match contre Mike Pietrus, qui en met 27. Il est injouable, mais moi, je fais un bon match. Et à un moment donné, je sais pas, je dis à l'arbitre, oh, Balano et tout. Et là, la femme, elle fait, le 8, arrête de parler un peu, un truc comme ça. Et là, je la regarde, je fais, ferme ta gueule, toi, va faire des. Attends, là. Et là, je vois tout le monde outré dans les tribunes. Et là, je tourne la tête de 10 degrés. Qui était assis à côté de cette femme? Claude Bergeau. Là, tu t'es dit, c'est bon, c'est mort. Je vais finir ce match, mais bon. Après, quand tu es jeune, surtout à 17, 18 ans, tu crois surtout que c'est des choses comme ça qui font la bascule. Ouais. Moi, je crois surtout que sur les 2 ans que j'avais fait, le deal que j'avais passé avec lui en amont, j'aurais mérité d'y aller sur ce que j'avais fait. Après, il a fait d'autres choix. Bon, voilà, moi, je crois surtout que les caractériels, les gens comme ça ne l'intéressait pas. En plus, à l'époque, d'ailleurs, ils avaient une équipe monstrueuse. Hein. Il a fait d'autres choix.
voilà, moi je pense que sur ce qu'on s'était dit, j'aurais pu y aller, mais après il y a comme 10 mecs qui auraient pu y aller, et il y en a d'autres qui sont là à ma place. Mais moi c'est un truc, c'est mon premier virage où j'ai eu la haine du basket. Ouais, c'est vrai que dans les sondes, il y a toujours des trucs comme ça. Je pense qu'on a tous des regrets, de la haine contre certaines personnes. Je vais te dire un truc, je l'ai longtemps eu mauvaise, mais j'ai recroisé un mec qui était à l'Un Esport à Pau, Jérôme Mansané que j'embrasse, et il me dit mais Erwan, moi j'y suis allé à l'Un Esport à Pau, j'ai fait 2 ans d'espoir. J'étais de la chair à canon. Je faisais des trucs, je jouais 10 minutes. Nénani, ni nana. C'était vraiment... Et j'ai dû partir très tôt, plus tôt que toi, dans le circuit N2, N3. Toi, t'es là à Brest, en espoir, tu faisais ce que tu voulais. Et je finis dans le top 10 meilleurs scoreurs Pro B. Et tu t'entraînes et tu joues avec les pros. Alors, j'ai quelques petits bribes de match. Je fais, mais moi, j'ai pas connu ce truc-là. Donc, en fait, chacun son histoire. Et finalement, avec le recul, il a raison. Moi, à Brest, je m'entraînais tous les jours avec les pros. Il y avait Jimmy Verov, Franck Verov. J'ai défendu sur Robert Conley. Je sais pas si tu te souviens de ce mec-là. Bien sûr. Mec, c'est Dion George, le père de Kishon George, qui joue maintenant au Wizards. Les 2 frères Verov. Ouais, et le père au coaching. Mais en fait, je me rends compte que cette expérience-là, à Brest, elle est tellement plus... Il y a 1000 trucs à raconter que certainement si j'étais allé à Pau, comme tout le monde, tu vois. Donc, là-bas, ils n'avaient pas peur des caractères, là. Non, mais finalement, tu vois, avec le recul, c'est mon chemin. Il m'a pas amené là où je devais aller, mais en fait, et Tom, il est bien placé pour ça. J'ai 1000 histoires à raconter à chaque fois, donc ça devait se passer comme ça. Mais c'est pour ça aussi que je voulais vous avoir dans le podcast. J'avais déjà eu Rémi l'année dernière. Où, tu vois, moi, c'est aussi pour montrer aux gens que tu as plein de façons de réussir dans la vie, bien sûr, mais dans le basket. Je disais à Rémi, tu n'as pas été basketteur pro, mais tu as fait des finales NBA, tu as vécu des émotions de malade. Et souvent, les jeunes, ils pensent que, bon, si tu prends soit t'es pro, soit t'as loupé ta vie, en fait. Mais ça, c'est normal. Après, c'est vrai que quand on commence à jouer au basket, et encore une fois, si tu as des capacités et tu sens que tu es bon, l'objectif, c'est d'être pro. Et c'est normal, on a tous ça en tête. Après, la différence entre en faire, tu vas faire tous les sacrifices, et tenter d'être pro, ne pas l'être, et ruminer ça pendant 15-20 ans, c'est là que ça commence à être un problème. Ouais. Tu vois, c'est vrai que nous, on n'a pas été pro. On n'a pas été pro. Toi, t'es vite passé à autre chose. Oui, bien sûr. Après, j'ai pas eu le choix, tu vois. Moi, je l'ai beau. Après, je suis comme ça, c'est mon caractère, je l'ai beaucoup Oui, mais ruminé. t'as bourlingué pendant 15 ans aussi. Voilà, après, c'est vrai que grâce à ça, mine de rien, j'ai entre la N1, la N2, la N3, j'en ai un peu vécu. Alors, tu roules pas sur l'or, mais tu vis du basket. T'as joué du coup dans ces championnats-là jusqu'à quel âge? Je vais finir à Malakoff à 33 ans. Ok. Voilà, mais ça m'a permis, et puis surtout, ça m'a permis aujourd'hui de rencontrer Thomas grâce au basket, parce qu'à Malakoff, on se croise là. Ça m'a permis, grâce au basket aujourd'hui, de pouvoir en parler avec une analyse que certains peut-être n'ont pas, ou en tout cas mon analyse, et que on a l'impression au bout de 10 ans que les gens aiment bien entendre. Moi, j'aime beaucoup, et c'est quelque part peut-être ma revanche sur le centre de formation de Pau, que quand je parle avec des pros comme toi, comme Nico, comme Paul Lacombe, comme peu importe, c'est que les mecs ils disent ouais, mais attends, ouais, c'est bien ce que vous dites, tu vois, il y a une forme de crédibilité, c'est une forme, et moi je marche comme ça, beaucoup moins lui, de revanche un peu sur le basket, tu vois, et c'est pour ça que tu as raison de dire que le basket, quoi qu'il arrive, sur ou en dehors de terrain, t'offre 1000 portes à ouvrir. Par contre, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur ce que dit Erwan, tu vois, sur quand nous on parle de basket dans nos émissions, c'est quoi ton ressenti, toi, de professionnel? Ah ben on va revenir après, j'avais préparé tu le point. Tu conducteur. On peut, mais s'il est excellent, il y répond et après on y revient. non, mais oui, voilà. Non, clairement. Bien quand le système, il est carré. Ouais, il faut sortir exactement. Non, mais j'ai toujours adoré votre analyse parce que je pense que vous êtes les seuls entre guillemets en France. Alors, j'ai pas écouté tout le monde non plus, je sais pas s'il y en a d'autres qui font ce que vous faites un peu, mais le mix entre de l'énergie, se lâcher, de sortir des fois des punchlines, mais quand même avoir un truc basket. Tu vas juste dire Paul Reed il est nul. Si tu me dis pas pourquoi et si tu vois il est pas nul pour le j'ai pas dit ça. Non mais tu vois, on va revenir après sur les JO derrière, mais quand j'écoutais ce que vous disiez pendant les JO, enfin moi j'étais d'accord. La France était d'accord, j'ai l'impression, de tout niveau. Mais mais après tu vois, tu peux être d'accord tant que tu as des analyses et que tu développes. Clairement, moi j'ai toujours et tu vois la NBA, moi ça fait pendant très longtemps j'ai plus regardé la NBA parce que ça me faisait un peu chier. Mais depuis que je vois des émissions comme la vôtre, tu retombes un peu dans ce truc de ils viennent me raconter une histoire, tu vois. Ils viennent me raconter une histoire. Et en plus, après, sur la partie tactique, si on peut encore en parler, du coup, tu vois, maintenant, je regarde des matchs NBA et c'est là que tactiquement, je vois des choses que vous développez le lendemain. Donc, moi j'adore votre analyse. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai invité aussi, tu vois. Très bien. Vous étiez juste des tweetos sans opinion qui disent lui, il est nul et je développe pas, tu vois. Basta quoi. Et pendant que tu joues au basket Erwan, du coup tu as dit N1, N2, N3, on connaît tous plein de gars qui, pour eux ils sont pros, ils pensent pas trop à l'après. J'ai toujours dit que c'était des niveaux où tu peux quand même gagner de l'argent si tu fais pas n'importe quoi.
c'est cool, tu peux faire ça, mais il faut quand même. C'est pas de la NBA non plus, donc il faut quand même commencer à préparer un peu l'après. Est-ce que toi, tu pensais déjà ça à l'époque? Non, mais moi, quand je te dis que en fait, j'ai mis longtemps à décrocher de mon rêve d'être pro, c'est que j'étais allé m'entraîner à Antibes avec Cédric Bisley à l'époque. C'était Serge Prouvière qui coachait. J'avais rencontré Milou Douba, je m'entraînais tous les jours. Je me faisais des trucs comme ça. J'ai fait 2 prépas avec le CAS Saint-Etienne quand mon pote Fabrice Perret jouait là-bas. Et la deuxième année, je reviens, je suis suraffûté. Je fais une bonne prépa. Je fais des bons matchs amicaux contre des N1, des petits bouts de match contre des Pro B. Je me dis, vas-y, il y a Guillaume Pons qui se pète. Ouais. Et je me dis, vas-y, ils vont me signer, tu vois. J'étais encore là-dedans, mais ça faisait un petit moment que j'étais encore à m'accrocher à ça. Il a fallu que, en fait, pour moi, la bascule où je dis, bon, il faut que je pense à autre chose, c'est quand je signe à Bassin dans N3, on a une super équipe. Sylvain Delors, Mathis Francis, on monte en N2. Et là, le coach, il garde, sur les 11 mecs qu'on était, alors qu'il nous a toujours dit on monte, on a déjà une équipe de N2, il garde 2 mecs. On est une famille. Ouais. Oui. Je ne vais pas dire le nom de ce mec-là parce qu'il a des petits soucis juridiques. Qui défient la chronique judiciaire. Avec des jeunes filles. Avec des jeunes filles. Donc voilà. Il a coaché dans l'Est. Il a coaché dans l'Est, entre autres. Il a coaché à Caen. Il a joué à Caen. Bref. Et donc lui nous dit, et donc il garde 2 mecs sur 11. Et là je me dis, j'ai 27 ans. Et je me dis, waouh, bon là faut arrêter. En fait, ça ne peut plus être que le basket. Finalement, c'est assez tôt, 27 ans. Tu vois, avec le recul, 27, t'as pas 32 ans non plus. Mais moi, par rapport à mon vécu, ça aurait dû être avant, je pense. Mais je t'ai toujours dit que moi, j'aurais aimé vivre l'aventure First Team 10 ans avant. Mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Et là, finalement, je vais commencer à me tourner vers 2 choix. C'est-à-dire, j'adorais le coaching, la tactique, tout ça. Mais je retombais dans le même monde du basket avec les mêmes dirigeants. J'avais vraiment pas envie. Où je dis, le journalisme, j'ai toujours aimé lire l'équipe, parler de basket, les discussions dans le car. J'étais toujours le mec le plus chaud. Et je me suis dit, je vais vers le journalisme. Et puis voilà, donc je me suis lancé dans le journalisme. Et puis après, voilà. Qu'est-ce que je dis là ? Tu as rappelé les 5 majeurs de l'époque, comment tu as commencé le basket. Au début, je voulais écrire, moi. Ouais. Je voulais écrire, j'étais encore à fond dans la presse écrite. Je voulais même pas faire de vidéo qu'on voit ma gueule. Oui, mais c'est parce que c'était l'époque qui voulait. C'était l'époque qui voulait. Et puis c'était aussi je me suis quand même construit avec des journalistes télé. Mais moi, la presse écrite, c'est un truc qui me plaisait. Mais après, c'est toujours pareil. La vie, tu commences un truc, puis à l'arrivée, c'est pas du tout ce que tu imaginais. Et en presse écrite, toi, tu connais un peu en rugby féminin ? Je vois. Il a bossé. Il est bon. Il a bossé. Non, mais j'ai fait des. En fait, quand je suis à Mont-de-Marsan, quand je suis à Mont-de-Marsan, enfin à Sargaston National 2, je commence à faire des piges. Et il y a un truc qui s'appelle Sportland ou magazine, un truc comme ça. Et là, je fais des articles sur de la Fédérale 3 de rugby. Je suis un pour Sud-Ouest aussi. Je fais un mec qui fait des marathons avec des échasses. Je fais du rugby féminin, des interviews de meufs. Franchement, c'est le marathon sur échasse, on en parlait la semaine dernière. C'est tellement drôle. Et le mec, il m'en parle. Je vois un mec passionné. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il branle, quoi. Mais il est où le mec là ? Donc avant de faire des interviews de joueurs NBA, d'aller aux États-Unis et tout, je suis passé par des... Kevin Bisley qui m'a dit ça. Ouais, voilà. Et il m'a dit. Parce que c'est sa mère qui m'avait aussi donné. Elle jouait encore. Marilyn. Elle faisait encore une équipe en départemental. La mère de Bisley, elle a joué à haut niveau. Elle jouait en départemental j'avais fait un article sur elle parce qu'elle faisait les gâteaux après le match, c'était le grand truc. On part de loin, gros. Non, mais Kevin, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit vous êtes du rugby féminin pour 20 € l'article. Ouais. Et il a dit, tu vois, moi je respecte le grind. Oui, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est ça, 20 balles l'article sur du basket féminin. Faut bien commencer quelque part. Exactement. Et toi, Thomas, c'est quand que tu as commencé un peu à penser à tout ça ? Ouais, à penser un peu à l'après. Même déjà, est-ce que tu as fait des études du coup après Paris ? Tu sais, après Paris, en fait, ma dernière année, U18, elle est terrible, j'ai plus envie de jouer au basket en fait. Carrément. Donc j'arrête de jouer au basket. Okay. Il y a une année où j'arrête. Je suis à la fac et tout. Je fais mine de rien, à la fac, tu vois, tu reprends un peu plaisir à jouer. C'est cool. Et à la fin de cette année-là, je me dis, faut quand même que je rejoue en club. C'est mon sport, tu vois, c'est trop bizarre. Et donc là, j'avais un pote avec qui j'étais en centre de formation, qui s'appelle Nicolas, qui jouait à Malakoff. Donc, vas-y, j'y vais. Je vais à Malakoff, ça se passe bien, bref, je signe. Et donc là, commence la grande aventure Malakoff. Pour moi, c'est 3 ans, Erwan, c'est un petit peu plus, mais on se rend compte, du coup, en National 3, tous les deux. Donc moi, je suis jeune, tu vois, j'ai 19 ans. Erwan, il est plus en place à l'époque. Mais là, on est tellement loin de First Team. Là, on est très loin du journalisme, des médias, etc. Je suis à la fac en éco. Mon but, c'est... J'espère un jour avoir un diplôme en finance, tu vois, mais je te parle de... J'espère un jour. Ouais. En fait, la fac, tu vois, c'est comme pour les centres de formation, ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné... Il y a des gens qui sont très bons pour être comme ça, électrons libres, ils font leur petite vie, ils arrivent à se concentrer, à être disciplinés. Puis il y a les autres, tu as besoin d'être cadré. Et moi, je fais partie de ces gens-là. J'ai besoin d'un cap cadre, et tout. Ouais. Donc la fac, c'était très compliqué. Moi, je me suis quand même fait des potes, mais en parallèle, à un moment donné, Erwan, il dit... parce que
quand Erwan parle des quiz et des débats dans l'écart. Bon, First Team est vraiment né dans l'écart. Parce que les déplacements avec les copains où des débats, mais les débats. Mais des débats, franchement, je pense que si un jour. Impossible à filmer, en mettre en vidéo. Déjà, l'ingé son, je pense qu'il se suicide au milieu du débat. Mais on était vraiment très bêtes, mais comme des vrais copains, tu vois, comme une famille, on parle de ça, là, tu vois, des bols, les gens à la fin s'énervent, tout le monde est torse nu, on sait pas pourquoi, tu sais, c'est ce truc un peu viscéral. Tu les connais, mais moi j'ai Jacques Alling et Jérémy Enzoli. Voilà. Pendant une année, je pense que Jérémy, il allait se battre à la fin. En même temps, Jérémy, dès que tu lui dis LeBron, il commence à et ça devient une petite fille. Et puis Jacques, accessoirement mon cousin, quand tu dis Kobe, c'est la même chose. Donc bon. Mais voilà, ça c'est né de là en fait. Et un jour, Erwan, il me dit, on voyait très bien on l'appelait l'équipe, monsieur l'équipe à l'époque. Parce que c'est-à-dire que tu lui disais, tu prends comme ça au hasard le nom d'une équipe, quel que soit le niveau, de la N3 à la Pro A. Tu connais les joueurs. Tu connais les joueurs, tu connais les 5 derniers résultats et tout. Donc on se dit, mais qui fait ça en fait? Donc on le charriait un peu avec ça, mais il était déjà dans sa vocation. Et c'est vrai qu'on s'est toujours très bien entendu sur le terrain et en dehors. Erwan pourra en reparler. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on discute tous les deux et il me dit, ça te dit pas qu'on lance un petit blog, tu vois? C'est ça la base. La base, ouais. On fait un petit blog. C'est quoi un petit blog? Ouais, je sais pas, on écrit 2-3 articles. On demande à mon cousin, donc son cousin, de faire des dessins en fonction des articles. Ça peut être un peu décalé, tu vois. En plus, c'était l'époque où SoFoot était vraiment en pleine expansion. Il y avait vraiment un truc un peu parallèle à mais la quand je disais SoFoot, tu vois, je me disais, il y a de la place dans le basket pour un truc un peu décalé, un peu. Ça n'existait pas du tout. Et c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement par rapport à vous, mais c'est un peu ça. Sans dire qu'on voulait faire comme SoFoot, on se disait, franchement, à la télé, il y a personne comme nous, personne qui nous ressemble et qui parle de basket. En même temps, c'était avant Beansport. Il y avait que Canal qui avait les droits, tu vois, c'était Jacques, c'était Georges Eddy, voilà, il y avait personne qui nous ressemblait avec nos parcours à nous. Donc c'est comme ça que ça a été créé. On a fait un petit podcast avec 3 francs 6 sous, ni plus, vraiment pas plus. Et les miens d'ailleurs. Ouais, à l'époque, vache. À l'époque, j'avais acheté donc j'avais un vieux Mac, j'avais acheté une carte son, 2 micros et des pieds de micro qu'on met sur les tables. J'avais dû en avoir. Ça ressemble un peu au setup de mauvaise langue en fait. Grave. J'avais dû en avoir 3 francs 6 sous, t'as raison. Vraiment que j'avais pas ces caméras-là. On était qu'en audio. Et encore, je vous accueille chez moi dans ma salle de réunion. C'est vrai, la classe. Ça paye le CSP. Merci pour l'accueil. Ça paye. Merci pour l'accueil. J'avais lâché 350 balles. Mais à l'époque, 350 balles, mais c'était un investissement, c'était l'investissement de ma vie. Je te dis direct. Mais voilà. Mais quand tu commences ça, t'as un but financier derrière. Tu te dis un jour, ou alors c'est vraiment que pour le fun? Archi pas du tout. Vraiment, moi je me dis, je veux créer un truc qui n'existe pas. Le but, c'est, il y a personne qui parle de basket comme moi, j'ai envie qu'on l'entende. Il y a Jacques qui reste Jacques, et Georges qui est Georges, mais je trouve qu'il n'y avait pas d'entre-deux. Il n'y avait pas de mec un peu plus jeune, avec un autre vécu à nous, parce que mine de rien, oui, on n'a pas été pro, mais on a entendu les discours, on les connaît, on analyse le basket. Moi, quand je parlais avec mes potes pro et tout, j'avais pas l'impression d'être largué. On va en revenir là-dessus, parce que tu as vu, tu me demandais avant ce que j'en pensais. Vous avez sorti un exemple que je sors à chaque fois, et que j'ai toujours pensé, c'était sur Joel Embiid. C'est Thomas qui l'avait dit, je crois. Tu disais, c'est obligé, il y a un autre club qui va le signer malgré les blessures. C'est comme les meufs, avec un charreau. Il y a toujours une autre meuf qui va lui donner sa chance en disant non mais bébé j'ai changé. Mais les coachs, c'est tous les mêmes. Tu vois, et quand tu as dit ça, j'ai dit putain mais c'est ma vie depuis 15 ans. Donc, avec les meufs ou dans le basket? Non mais tu sais, le joueur où tout le monde s'est renseigné, il a fait tous les clubs, plus personne le veut, et t'as le coach qui vient te voir, tu dis mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Moi je vais y arriver. Moi je vais y arriver. Moi je vais y arriver. Et quand t'as sorti ça, j'ai dit incroyable. Tu vois, et donc c'est là quand tu parles d'être dans les vestiaires et tout, et ça n'a rien à voir avec le niveau, tu peux être en NBA ou en N3. Le cassos de la N3, il y a toujours un coach en N3 qui va te dire non mais les gars, moi... Ça c'est vrai. Et en décembre, il vient te voir, il dit bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Bah écoute mec, démerde-toi, non? Enfin tu vois, c'est... Donc ça c'était vraiment meilleur punchline ça. Bon bah très bien. Donc, pour revenir au truc, c'est que non, il n'y avait pas de... Moi à l'époque, je vais te dire dans quel état financier j'étais à l'époque. Je touchais 400 € avec Malakoff. J'avais un appart très cool d'ailleurs, un studio qui était la rue en face de la salle. Donc j'étais, je pense, à 2 minutes 30 à pied. Et encore, si j'y allais en moonwalk. Donc de la salle, j'étais vraiment à côté. J'avais des APL. Et j'avais le RSA, gros. Ok. C'était ça, mon montage pour vivre le mois. Et j'avais
là, quand on lance le truc, j'avais 30 ans passés, 31 ans passés, et j'étais en train de me séparer après une histoire de 6 ans. Gros, je peux te dire que lancer le truc, c'était plus pour me vider la tête et me dire je fais quelque chose que me dire ouais, je vais me retrouver un jour boulevard Sébastopol avec mes propres studios. Millionnaire, avoir une boîte CAC 40. Donc non, je le faisais parce que, mais d'ailleurs, on a toujours fait tout ce qu'on fait, même la nouvelle émission qu'on a lancée au Fence. On le lance parce qu'en fait, ça nous fait kiffer. Okay. Et moi, à l'époque, j'avais besoin d'un but, d'un projet. Je faisais quelques piges à droite à gauche, mais ça me payait pas beaucoup. Tu faisais quand même tes premières télé avec Tribune NBA, non? Ouais, Et t'es à Bein, non? Après, ça arrive. Par contre, là, ça va s'enchaîner. Mais je suis pas encore à Bein. C'est la première année où on lance Are You Kidding Me, donc ça s'appelait comme ça, un blog et un podcast. En fait, juste on y croit. Et, je sais pas comment expliquer, mais très rapidement, on se dit que c'est bien ce qu'on fait. Je pense que si on devait réécouter les audios, je pense que ça devait être catastrophique. Mais vraiment, honnêtement, minable. Vraiment, je pense minable. Mais en tout cas, on y croyait, ce qu'on disait, la manière de débattre. On avait vous avez eu des retours positifs du public. Il y a Eric Micou qui est venu rapidement. Il y a Alain Mattei qui est venu. Et après, on a créé le Hoopcast avec Basket USA. En fait, les invités étaient cool. Et puis, personne n'avait jamais fait ça. Enfin, je dis ça, mais il y avait nos gars de Grenoble quand même. Oui, mais c'est eux qui nous ont inspiré à faire ça. Quand même, faut qu'on les cite. Ils étaient un peu plus dans une niche, du coup, à Grenoble. Nous, quand t'es à Paris, tu vois plus. Moi, c'est les mecs de Grenoble. Le frère de Mr. V. Ouais, Bolin. C'est le frère de Mr. V. Ouais. Okay. Le grand frère. Donc, qui faisait ça avec un mec qui est le cousin de Jérémy, qui est notre brand content manager. Okay. Donc, un monde. C'est le vrai premier podcast NBA en France. C'est le vrai de vrai. Et moi, les mecs de Grenoble. Et ces mecs-là, quand je l'ai déjà dit, mais quand je les ai entendus, j'ai fait attends, mais moi, je vais faire pareil. Parce que pour le coup, je suis meilleur basketteur que ces mecs-là. Et je connais mieux le basket qu'eux. Donc, mais par contre, bravo à eux d'avoir fait ça. Mais à l'époque, de 2011 ou un truc comme ça. J'allais sur les tutos YouTube pour faire un vlog, un truc comme ça. Aujourd'hui, même pas. Un blog. C'est même pas moi aujourd'hui qui met un post sur les réseaux sociaux de First Team. Mais à l'époque, je gérais tout le truc. C'était. On y croyait, franchement. Ouais, mais j'avais l'impression qu'il y avait de la place. Et puis en fait, moi, j'avais besoin à ce moment-là de me raccrocher à quelque chose. Et comme toujours, ça a été le basket à travers cette émission-là, ce podcast plutôt. Ouais. Et comment tu arrives chez Bein derrière? J'arrive chez Bein. Alors, tu parlais tout à l'heure de Kevin Bisley. Et c'est marrant parce que c'est Kevin Bisley qui, avec son frère Cédric, il savait que je suis à Paris, c'est des amis d'enfance. Moi, j'étais avec Cédric en centre de formation. Et je galérais, je cherchais du taf à droite, à gauche, c'était pas simple. Et Kevin, à un moment, il me dit tu devrais appeler Rémi Reverchon. Moi, j'ai un gars à moi, un pote à moi, il était encore à Los Angeles, mais il va rentrer en France. Il y a un nouveau projet d'une chaîne et tout, concurrente de Canal, ils vont récupérer les droits NBA. Tu devrais appeler Rémi. Et j'ai appelé Rémi. Super gars. Il faut toujours appeler les gens. Non, mais pour le coup, ça, c'est un peu le mantra d'Erwan. Il faut appeler les mecs. Appelle, au pire, ils vont te dire non. Mais appelez les mecs. Tous les gars qui bégayent et tout, appelez en fait. Quand t'as 31 ans et que t'es au RSA, frère, et que tu es fraîchement célibataire, t'appelles les mecs, je te le dis direct. Mais quand vous avez 17 ans pour un stage, pour un club, mais même encore aujourd'hui, j'appelle les gens. Quand il faut des invités et tout, j'appelle. Donc vous avez compris, appelez tous First Team. Non, mais il y a plein de gens, on sait jamais. Attends, il y a un mec qui vient d'arriver, il est pas tombé du ciel, tu vois. Il a appelé, il est venu, s'est présenté. Il a bégayé. D'ailleurs, c'est ton plus grand concurrent sur les concours de tir, le catch and shooter de First Team. On va juste faire une petite parenthèse. Tu sais, nous, on fait des baskets encore demi-terrain, on va à l'Hoops Factory. Et on arrive à trouver encore un semblant de compète. Moi, j'aime bien, on joue l'un contre l'autre tout le temps. Et après, les petits sont à côté. Et on arrive à créer vraiment des... Tu sais, on fait des matchs semaine après semaine, le premier qui gagne 3 victoires. Enfin, on arrive à se la mettre. C'est parfois un peu tendu. Et tous les mecs qui rentrent dans First Team, on leur dit bon, t'es basketteur? Et là, le dernier Bichette, on l'adore, Yannis Deboul, il fait tu joues au basket? Il fait ouais, j'ai joué en club vite fait. Il me faisait jouer pivot, ça ne marche pas. Il fait quasiment ma taille, il dunk et tout. Je me dis, mais tu jouais quoi alors? Et moi, je suis un catch and shooter. Il a vraiment dit ça. Et là, en entretien, avant d'arriver. Et là, on est avec Thomas, on fait bon, attends, allez. On a coupé court. Il y a Jérémy qui est à côté, il fait non, arrête, dis pas des trucs comme ça. Bon, il est venu jouer avec nous. Effectivement, il n'est pas catch and shooter. Mais au début, le mec, il est là. Bichette, après on l'adore et tout, mais il vient. Les mecs, c'est une nouvelle génération, ils veulent tous les ballons. Bon, son joueur préféré, c'est Steph Curry. Mais il veut tous les. Viens. Au lieu de faire un écran, il vient pour avoir la balle. Je fais qu'est-ce que tu fais? Et donc voilà, donc ça nous fait beaucoup rire. Surtout que je pense que le lendemain de match, vous devez bien parler toute la semaine après. En général, après le match, tu vois, on va jouer le matin et après on est ensemble, on discute. Après la semaine avant, c'est quand même, faut pas déconner, on a des trucs à faire. Oui. Mais toujours quand il se passe des trucs un peu drôles, tu vois, des matchs serrés, oui, on peut en discuter un peu longuement. Mais donc Bean, Rémi, je l'appelle, il revient. Et puis tu sais, les mecs arrivent. À un moment donné, Clav lui dit t'as un gars à toi, tu veux faire rentrer. Et honnêtement, il fait appel à moi. Il fait la passe D. C'est plus qu'une passe D. Allez, oup. Pour un catch and shooter. Et à l'époque, je suis avec Thomas. Je suis surveillant à l'époque avec Thomas aussi. C'est vrai qu'on a fait un an. À mi-temps. Et franchement, moi, quand il m'appelle Rémi, je dis à Thomas, gros, ça y est. Et je sens
qu'il y a un truc dans ma vie qui va changer. Ok. Et c'est Ouais, le c'est cas. vrai. Tu vois, c'est comme quand j'ai eu le permis, quand j'ai eu le bac, j'ai senti que j'avais un truc qu'on ne pourrait plus m'enlever. Enfin, le permis, pour le coup, on me l'a enlevé, mais, mais je l'ai récupéré 2 fois. Mais pour le coup, là, je rentre à Bine, il me dit, ça y est, je mets un pied là-dedans. Et là, par contre, j'ai trop galéré, j'ai trop envie, je sais que je peux être trop bon là-dedans. Là, il n'y a plus personne qui va m'arrêter. Et tu pourras en parler à Rémi. Moi, quand j'arrive là-dedans, j'ai 1000 propositions. Qui veut faire les mixés, tu sais, les fameux résumés de match, quand il y en a 3 à 4. Ouais, je sais pas. Moi, je l'ai fait. J'avais quasiment jamais posé ma voix. J'avais une dalle, mon pauvre. Et puis, j'allais gagner plus de 1300 € pour la première fois de ma vie. Exceptionnel. Et chez Bein, du coup, on n'avait pas commenté un match ensemble? Si, tout à fait. Tu étais venu commenter un match. C'était cool, d'ailleurs. Moi, j'ai gratté pour commenter des matchs. C'est pas de l'Euroleague, c'était C'était l'Euroleague, ouais. L'Euroleague, ouais. Mais j'en avais parlé avec Rémi dans la saison 1 du podcast qu'on avait fait l'année dernière. Ça m'avait marqué, tu vois, Rémi et toi, à quel point, les gars, tu vois, Rémi, je me souviens qu'il regardait, il était sur Twitter, il regardait un peu les avis de tout le monde. Il n'a pas vu l'action. Et moi, je suis pas le gars qui va m'enflammer, tu vois. Et je lui dis, il y avait un dunk, mais attends, il attend pas que je crie quand même, là. Tu vois. Et lui, il reprend le truc, il avait même pas vu l'action. Et là, il s'enflamme. Et il reprend l'action, et c'est là que je me dis, putain, c'est vraiment un vrai métier, quoi. Tu vois, c'est pas. Belle pub pour Rémi, en tout cas. Rémi. Non, il regardait les réactions Twitter des gens sur le Non, match. Rémi ne regardait pas le match, il commentait à l'aveugle. Incroyable. Il était sorti fumer. Je fume pas du tout, Rémi. Non, Quoi. pas du tout. Non, mais super gars. Et d'ailleurs, quand je t'avais vu chez Bein, à un moment, je me souviens que tu m'avais dit, ouais, mais là, je suis sur un autre projet. Ah, t'inquiète. Tu vois, mais on a combien des mecs comme ça, tu vois, Bah, beaucoup trop. qui te disent sur un autre projet. Et au fur et à mesure, je vois que ça commence à décoller pour vous. Et je me suis toujours dit, putain, mais il l'a fait, quoi, tu vois. Il l'a fait. Et donc, On du l'a coup, fait. Oui, voilà. Mais à ce moment-là, du coup, vous en étiez où de votre projet commun? On était sur Dailymotion, je pense, déjà à l'époque, et sur l'émission qui s'appelait Loopcast, en featuring avec Basket USA. Mais nous, on commençait à avoir des envies d'émancipation. Et c'est là que je te dis, t'inquiète, on a un projet à côté. Nous, moi, je vais certainement partir de Bein. Et T'as beaucoup de gens qui t'ont dit, ouais, t'es fou. Ah ouais, c'est une place en or. Marie Patrus, avec qui je m'entendais bien, me disait, mais t'es sûr, nous, on peut pousser pour que t'aies un CDI, t'inquiète pas. Je suis non, surtout pas. Je veux pas de CDI. Mais je veux un bon partir conseil. quand j'ai envie et tout. C'est un bon conseil parce que il y avait que de la bienveillance. bien là-dedans. sûr. Non, mais parce qu'aujourd'hui, le métier est tellement difficile, il y a tellement peu de place, encore plus chez les ayants droit, tu vois. Donc c'est un peu, pour nous, travailler chez Bein, c'est le meilleur truc possible, quoi. Si t'arrives à un moment donné à commenter des matchs, c'est le meilleur truc à faire. Mais nous, on avait la sensation que notre truc, tu vois, notre duo, l'alchimie à l'antenne, notre amitié aussi, les mecs qui étaient autour de nous aussi, tout le monde, les feedbacks, c'était, mais les gars, lancez-vous. Vous êtes à un moment où, là, Internet, Parce que c'était quelle année 2016. On crée First Team en 2016. C'est Wax qui nous pousse. Quand on lui fait part de notre envie de s'émanciper et de bouger, lui, il est branché avec Webedia, qui est à l'époque tous les meilleurs youtubeurs du monde. Ils n'ont pas de grand monde sur le sport, du monde. Français. France. Je ne sais pas pourquoi je dis du monde de France. Et il nous pousse, il nous dit, mais moi, je vous présente là-bas. Et honnêtement, ça, c'est le... Allez. Moi, je dis à Xav, écoute, je ne re-signerai pas mon CDD l'année prochaine. Thomas, il n'avait rien à quitter pour le coup. Non, mais on avait à quitter quand même le Hoopcast et bien sûr, on devait partir. Dailymotion. D'ailleurs, ça a été assez compliqué, assez houleux comme départ. En tout cas, c'était une prise de conscience de OK, vous aimez bien ce que vous faites, chacun, vous êtes là. Erwan était un peu en place, mais bon, il y avait 2-3 frustrations du fait de vouloir faire un peu plus. Tu vois, tu veux faire plus, faire mieux, etc. Mais je sais pas, on était sûr de ce qu'on allait faire. Il y avait aussi, on peut le dire, en parallèle, la fin de carrière de Stephen. Donc Stephen qui va venir jouer à Paris, avant plutôt, va se retrouver avec nous. On a eu plein de discussions les mois précédents, le début de First Team. Donc très tôt, il était dans le projet avec vous dès le début. Les fondateurs. Okay. En fait, il a invité Hoopcast. Ouais. Steph, en fait, moi, je le rencontre parce qu'il joue avec Kenny à Nancy. On accroche en une fraction de seconde. Et puis, lui, il est sur sa fin de carrière. Après, donc, il part à Boulogne quand même, il se passe du temps. Il va à Cholet sur sa dernière année. Là, il me dit, c'est la fin. Je fais, écoute, nous, on va lancer un truc. T'es chaud de le faire avec nous? Et lui, il n'avait pas encore les certitudes RMC. Il avait quelques certitudes de commenter des matchs parce que David Cosette était encore RMC. Mais le projet, il a tout de suite plu. On a eu plein de discussions. Et d'ailleurs, je crois que First Team, c'est même lui qui trouve le titre. C'est clairement Stephen. C'est lui qui est dans le brainstorming. Dans le brainstorming, c'est lui qui. Il y avait des noms de merde. Ouais, il y a des noms de merde. Il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque pour. Non, on n'a pas été aidé. C'est Steph qui trouve le nom de First Team. Et aujourd'hui, Steph est un fondateur de First Team. On le voit moins parce que c'est normal, parce qu'il est chez RMC et qu'il a beaucoup de choses à faire et que c'est là qu'il gagne le gras de sa vie. Mais en tout cas, Steph est un fondateur et un membre à part entière de First Team. Donc oui, il est à la création, Steph. Ok. Et toi, tu n'as jamais eu... tu vois, quand même, tu es à Bein, tu es bien, comme tu dis. Tu vas te dire, non, c'est bon, j'y vais pas, je reste. Sécurité.
Ou alors vraiment, t'as pas douté et... Tu vois l'avantage Parce que, d'avoir... comme tu disais, t'as pas gagné 3 millions avant non plus, tu vois. Ah non, mais Et là, mais on te propose de CDI. Et... l'avantage d'avoir galéré toute sa vie, quand j'ai galéré, c'est professionnellement. Oui. Tu vois, j'ai eu des parents aimants, j'ai manqué de rien, mais d'avoir galéré professionnellement toute sa vie, sportivement aussi, dans mes ambitions, en fait, ça m'a poussé aussi à faire ce choix-là. Ma mère, elle a pété les plombs quand je lui ai dit ça. Ok. Ma mère, elle a pété les plombs. Elle n'a pas eu le temps, d'apprécier que je sois à Bein, que déjà j'étais en train de dire que je pars 3 ans plus tard. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas. Là, Elle n'avait pas la vision non plus. Elle avait tu pas, vois. non, évidemment, je ne veux Oui, pas lui en c'était vouloir. pas Non, vrai, en fait, moi, veut j'avais la la sécurité. sensation qu'en plus, on était avec l'explosion du tube, qu'on pouvait faire un truc qui n'existait pas ailleurs. Bah, j'ai l'impression que 10 ans plus tard, c'était le bon choix. Hein. Ouais, et puis le fait d'être plusieurs aussi. Je pense que s'il avait été tout seul, il serait resté à Bein. Tu vois, c'est un peu le choix logique. Clairement. Voilà, là, on est plusieurs, on se tire vers le haut. Tu vois, on y croit à fond. On partait pas pour rien aussi. On avait 2-3 certitudes sur ce qui allait tomber derrière. Nous, la promesse aussi de partir de Dailymotion à YouTube, on nous parlait de sommes. Franchement, à l'été 2016, là, on nous disait, mais les gars, vous avez gagné 15-20 000 euros par mois chacun pour des OP. Ce qui est complètement faux. Hein. Complètement faux. Mais il y avait quand même cette ambition à un moment donné de passer vraiment du côté, bah ouais, tu gagnes un peu ta vie et tout. Ah, vas-y, tu peux être riche. On n'a jamais gagné ces sommes-là. Ouais, non, parce que Mais en tout cas, ça nous tenait, tu vois. c'était une question aussi, ça. Tu lâches un bon taf. Et derrière, c'est quoi, du coup, c'est quoi les enjeux financiers? C'est quoi, comment ça se passe? Comment c'est quoi Alors, Webedia, au début des on partenariats? arrive à la grande époque de Webedia, la grande époque de Squeezie, John Rachid, tout Mixicom. ça, Mixicom, enfin bref. Encore Webedia a racheté Mixicom qui avait tous les gros youtubeurs français. Et là, l'oseille, vraiment, nous on l'a senti, on arrive dans un truc, l'oseille, les soirées de ça et tout, Mixicom, c'était un délire. Nous, on arrive et on négocie quand même, on peut le dire maintenant, ça fait longtemps, pendant pas mal d'années, ils nous filent 10 000 euros par mois. Ok. Pour produire tout ça. Pour produire des trucs. Alors, 10 000 pour 10 000 euros par mois, il y a 2 choix. Hein. C'est soit on fait 50-50 avec Thomas, on prend 5 000 en auto-entrepreneur, on est royal au bar. Mais du coup, il n'y a personne pour filmer, il n'y a personne pour s'occuper de nous, pour faire le ci, le ça. Donc en fait, je crois que la première fois qu'on se paye avec First Team avec Thomas, c'est en mars 2017. Et on a lancé en octobre. En fait, on prend des techniciens, on prend des réalisateurs, on prend des cadreurs. En fait, au début, on prend même des mecs dont on n'a pas besoin. Juste pour que le produit soit nickel. Ouais. Je me souviens qu'on va à Londres, au match à Londres, on est à moins 1500 euros chacun sur nos comptes. On est comme on dit à Marseille, on est à Payolle. Mais heureusement qu'Olivier Giroud nous a Voilà. régalé son soirée. Olivier Giroud nous a régalé en soirée. Parce que lui, il n'était pas à moins 1500. Voilà. Hein. Pour la soirée, peut-être, mais. Et donc Pour le resto. en fait, mais par contre, voilà, donc la priorité, c'était, attends, nous, on lance cette émission, il faut que tout techniquement soit nickel. Et après, on a compris que on n'avait plus besoin d'un tel. Il y a même des potes qui nous ont dit, mais là, t'as pas besoin de moi là-dessus, gardez l'oseille. Et puis, la grande bascule financière pour nous, c'est quand Paul, qui est journaliste, bascule en réalisateur. Ok. Et là, pour le coup, Paul, qu'on payait, qui était en tant que journaliste, il devient journaliste et en plus réal. Donc là, tous les mecs techniques, on n'a plus besoin de techniciens autour. On arrive à s'autoproduire comme ça. Et là, on peut commencer un peu à se donner des salaires. Les gens, ils n'ont pas entendu ce que vous m'avez dit avant. Il faut que je mette des petits cartons mauvaise langue autour des micros. Mais oui. Mais tu vois, c'est là Mais que tu vois, tu parles des 10 000 euros, soit je les garde et je pense que je suis arrivé, ou alors tu vois la qualité du produit, comme tu dis. Et ça, c'est des petits détails. C'est pour ça, moi, j'adore les gens curieux et qui veulent toujours évoluer, tu vois. Et d'ailleurs, je me demandais, les différents concepts que vous faites, comment ça vous est venu en tête? Est-ce que vous parlez du mec de Grenoble avant, mais est-ce que vous avez aussi peut-être pris un truc, aux États-Unis, il y a un truc qui marche, j'essaie de l'importer en France un peu à ma façon? Il y a à la fois ce qu'on faisait avant, en gros, l'émission du lundi, qui est maintenant une libre antenne, avec les appels des auditeurs, et on est 2. À la base, le but, c'était d'avoir un présentateur. On a essayé plein de présentateurs après Alain, et Erwan face à moi. Enfin, tu vois, et qu'il y ait 2 avis qui se contredisent. En fait, avec le temps, on n'a plus du tout ce truc-là. C'est très rare qu'on soit, à part sur Clutch, sur la Ouna TV, avec Rémi Réversion justement au milieu. En fait, maintenant, on n'est plus du tout l'un contre l'autre, entre guillemets, l'un contre l'autre. Donc ça, c'était la base. On voulait une prolongation de ce qu'on avait fait au CAS, qui marchait très très bien. Après, avec le temps, on a voulu faire des trucs un petit peu plus ambitieux. Donc le First Day Show, le jeudi, l'idée, c'était de faire à notre échelle, un late show à l'américaine. Okay. Donc Erwan est derrière un bureau. Au début, on devait être un peu bien Jimmy sapé. Ouais, je vois le truc. Ouais. Du moment où Canal, en plus, mais c'est clairement... ni plus ni moins que ça. C'est le moment où l'émission de Jimmy Fallon arrive sur Canal. Je fais, je veux qu'on fasse ça. Je veux qu'on fasse ça. Donc on s'est fait un trip avec un bureau et ça a perdu. Il fallait avoir... c'est toujours pareil, c'est la vision. Évidemment qu'on ne va jamais faire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée de faire un late show.
Donc les routes, c'était pas disponible. Ouais, c'est vrai. Et on n'avait pas la place non plus pour avoir un bend. Voilà, il y avait ça. Et la libre antenne, c'est RMC. Hein. Ouais. Les mecs appellent et tout. Alors au début, c'était pas simple parce que. Et pareil, je trouve que c'est cool parce que ça, c'est toute notre audience qui est venue avec nous. Parce qu'au début, on avait des appels, il y a des mecs appelés. Wow, c'était compliqué et on perdait vraiment en qualité du débat. Et les mecs disaient, les gars, arrêtez, faites-le qu'entre vous. On dit, non. Vas-y, on va encourager des mecs à appeler parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui suivent la NBA qui ont des avis très intéressants. Et aujourd'hui, on n'a plus un mec qui passe et qui dit n'importe quoi. Tu vois, même si c'est sympa quand un mec appelle, mais s'il part de trop loin, bon, là, on n'a que des mecs qui sont calés avec des avis à eux. Et on a réussi, en fait, ce pari-là aussi. Quoi. Ouais, sur des équipes, en plus, la dernière fois, j'écoutais un mec qui disait Détroit, il disait on a gagné, on a perdu. C'est des vrais fans. Et il y a 6 ans, il y avait lui dans l'équipe. Tu te dis, attends, le gars, ça veut dire qu'il ça fait 15 c'est comme un Limoujo, sauf que c'est comme si Limoges était sur un autre continent. Bon, exactement. Ouais, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Et j'aimerais un peu savoir, tu vois, l'envers du décor. Enfin, pas l'envers du décor, ça fait un peu titre tapageur. Non, plutôt la partie un peu de travail. Tu vois ce que je veux dire ? Avant, quand je suis arrivé, vous étiez en salle de réunion, tous ensemble en train de bosser. Je sais pas si vous y semblez ou pas. Mais, on leur a dit que t'arrivais. Mais en tout cas... Attention, il y a Nicolas Lang du podcast Mauvaise Langue qui arrive. Si on peut un peu faire les mecs. Comme dans la vérité, si vous pouvez faire un carton. Si vous pouvez faire un carton pour les micros, vite fait. Mais, non, mais tu vois, c'est quand je regarde vos émissions, maintenant, j'arrive à voir la partie, tu vois, travail. Tu te rends compte du travail en amont. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus par rapport à ça ? C'est difficile de répondre à cette question parce que en fait on a un gros bagage. Tu vois, ça fait tellement longtemps qu'on fait ça. Ça fait tellement longtemps qu'on regarde de la NBA. Ça fait même encore plus longtemps qu'on regarde de la NBA. Donc en fait, nos émissions elles sont pas hyper produites. Enfin quand je dis produites, elles le sont sur tout ce qui est la partie des tableaux. Donc Tom Sierravino est chef d'édition en chef. Donc tout ce que tu vas voir, les vidéos qui vont être lancées, les tableaux qui vont être créés. Là il y a beaucoup de travail en amont. Après dans ce que nous on va se dire dans les émissions. Alors Libre Antenne c'est encore le grade au-dessus du First Day Show. On se connaît tellement par cœur que dans les phrasés, dans la manière de parler, il n'y a rien à se dire. Et puis dans les angles, en fait, on sait à peu près où va partir l'autre. On ne se dit pas en amont, tu vois, le lundi. Maintenant qu'on a choisi les 3 sujets du lundi soir, Erwan va plutôt dire ça, et puis moi, je vais plutôt défendre ça. On le faisait un petit peu, mais franchement, c'était il y a combien de temps même? Je ne pensais pas du Hoopcast. Oui, au tout début. Au tout début, on le faisait un peu, tu vois. Mais aujourd'hui, non, tout est très naturel. On se connaît tellement, on fait tellement d'émissions ensemble que le travail, il est très individuel. Tu vois, tu regardes les matchs, tu regardes les stats, tu le sais, tu vas chercher une petite stat, tu vas en parler tout à l'heure. Surtout quand tu présentes, il faut avoir cette petite stat. Quand tu es consultant, il faut l'amener un petit peu différemment. Il faut que ton propos il soit appuyé par une stat un peu intéressante ou par une vision. Donc voilà, mais c'est difficile de quantifier les heures de travail qu'on met pour faire une émission. Ouais, puis aujourd'hui, il y a notre travail de journaliste pour être bon à l'antenne, et puis tu as tout le travail du développement de la marque First Team aujourd'hui. Donc ça aussi, tu vois, ça nous prend beaucoup de temps. On est 7 au quotidien, pour que les gens sachent. Donc il y a un monteur qui s'occupe aussi du studio, il y a un alternant qui est arrivé, il y a Tom Sierravino qui présente Offense, qui est le rédacteur en chef maintenant un petit peu des émissions. Il y a Jérémy qui gère tout le brand content et avec Aymen sur toutes les pastilles à découper, à mettre. Ça, tu as dû découvrir. Peut-être c'est pas toi qui le fais, mais c'est bien long à faire des extraits et à les mettre, à mettre les sous-titres, tout ça. Donc voilà, tout est organisé et aujourd'hui on a la chance, surtout depuis qu'on est arrivé ici, d'être vraiment de mieux en mieux organisé. Et justement, sur tous ces projets, donc tu disais avant, on a toujours fait par passion. Là, vous avez lancé Offense. Je ne sais pas depuis combien de temps ça fait que vous faites les classic games. Ah, ça fait 1 an et demi, ouais. J'ai toujours l'impression que vous continuez d'évoluer. Est-ce que c'est vraiment que du fun ou bon là il faut qu'on continue d'évoluer pour tu vois proposer encore plus de contenu. Le fun et la passion c'est la première pierre. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui parce qu'on n'a jamais triché. Maintenant il y a une réalité économique, tu as raison. C'est-à-dire que si tu prends l'exemple d'Offense, ça faisait 7 ans qu'on a monté un média multisport, donc des émissions de thématiques, de rugby, de vélo, de Formule 1, de foot, etc., sur notre chaîne secondaire, qui marchait plutôt bien. On était arrivé à la fin d'un fonctionnement, on disait, en fait, on engage des frais, il y a beaucoup de gens à gérer, ça nous prend énormément de temps. Donc tout ce temps-là, on va l'utiliser plutôt pour développer First Team Basket. Et on va quand même se faire un kiff. On va lancer une émission qui va essayer de rassembler beaucoup plus de monde. Et c'est dur, tu vois, aujourd'hui, de faire une émission divertissement et sport parce qu'on n'a aucune comparaison en France sur ce type d'émission-là. Donc Offense, c'est né de mois de brainstorming, par une super idée de notre directeur artistique, Julien Krojkin, je le cite quand même, pour en arriver après 6 mois de travail à cette émission avec des invités où on va parler de tous les sports, tu vois. Donc le but, c'est qu'une émission naisse bien, qu'elle fasse des vues et qu'ensuite elle soit bien vendue.
pour qu'elle soit pérenne dans le temps. Nous, Offense, on a envie que ce soit une émission référence et qu'elle dure 25 ans, tu vois, avec peut-être un jour, ni Erwan ni moi dans l'émission. Ça, c'est un peu le but, peut-être un jour, de reculer au fur et à mesure. Elle a vraiment réussi quand tu n'as plus besoin d'être. Déjà, tu vois, c'est clair, tu as raison. L'évolution de Tom Servino, le fait de lui filer, pour nous, c'est un projet important. C'est un projet sur lequel on a investi sur des gens qui ne sont pas spécialement à l'antenne, mais des gens qui sont derrière. On a un auteur, on a un monteur, et pas un monteur qui sort d'école, un monteur tip-top pour que l'émission ait ce rendu-là. Donc, c'est la première émission sur laquelle on investit. Et quelque part, on a mis Tom Servino aussi à la presse. Donc, pour nous, c'était un énorme enjeu, lui qui est arrivé avec nous en stage. Moi, je vieillis, lui aussi vieillit quelque part maintenant, et c'est bien d'avoir des visages un peu nouveaux, et surtout des mecs qui connaissent la boutique et les codes First Team. Et Tom Servino, c'est aussi, quelque part, avec cette émission-là, lui filer la presse, voilà, on se redonne un petit peu, tu vois, d'air avec des nouveaux visages. Et sur la partie, tout ce qui est, on a parlé un peu du travail, mais la partie un peu énergie, tu vois, ce qu'on parlait avant, de ce que vous dégagez quand vous parlez, tu vois, ce côté un peu showman entertainment. Vous arrivez à être comme ça parce que des fois je suis vraiment comme ça dans la vie quand même. Non mais Nico, faut qu'on fasse un resto un jour ensemble. Je pense que vraiment comme ça dans la vie. Des fois je vous regarde pendant 2 heures, je me dis mais ils doivent être fatigués à la fin. Oui. Alors quand tu finis des libres antennes, hier soir on était crevé. On est crevé, tu vois. Moi quand je fais les dimanches à Limoges notamment et que je rentre avec le train de 6h du mat pour arriver ici à 9h le lundi, que je finis à 22h avec 2 heures de libre antenne et 2 heures de sieste. Mais bon, dans un canapé qui fait 1m20. Donc oui, ça pique, mais tu nous connais un peu en dehors maintenant. Et Paul Lacombe était venu l'année dernière manger avec nous à un restaurant. Il avait dit, ah ouais, mais en fait, vous forcez même pas le trait, quoi. Mec, on vit un truc exceptionnel. Les planètes se sont alignées d'une manière assez folle. Et j'ai envie de dire que ça fait 10 ans bientôt, mais c'est que le début. À un moment donné, il y a... Je sais pas comment l'expliquer, mais on est entre potes. On parle de ce qu'on aime, le basket. On gagne nos vies avec ça. Il y a les perspectives d'avenir sont plus qu'ensoleillées. Évidemment qu'on a du jus, évidemment qu'on est content de le faire. On n'est pas encore frustré ou on n'est pas encore dans cette routine. Il y a une routine. Ouais, bien sûr. Il y en a une, c'est vrai. Les semaines, elles se ressemblent, elles passent à 2000 à l'heure, mais on kiffe tellement ce qu'on fait en fait. Tu sais, le truc de la passion, franchement, parfois, quand on est invité dans des talks ou quand on parle à des étudiants, ce genre de choses, parfois, tu vois, on se regarde, on rigole un peu sur des phrases toutes faites. Mais pour le coup, la passion, tu vois comment on parle. Là, là, on parle de nos parcours, c'est un truc qu'on fait une fois par an maximum. Mais dès qu'on parle de basket, c'est notre passion première. Je pense que si on n'avait pas fait ce métier-là et qu'on était potes du basket, on aurait continué à avoir des débats enflammés sur Jordan, LeBron, tu vois. On aurait fait pareil, mais sauf... on l'aurait fait dans la vraie vie. Moi, je le fais avec mes autres potes qui sont pas du tout dans le sérail. Ils font autre chose, mais quand on se retrouve, qu'on a teasé de verre, on a les débats de merde. Ouais. On a les débats. Mais pourquoi Nicolas Lang n'est pas allé en NBA, tu vois? C'est vraiment des gros débats qu'on a, tu vois. Peut-être pas s'il n'arrive pas à toucher le filet, je sais pas. Ça peut compter, ça peut compter. Est-ce que toi, tu l'as ça un peu dans les vestiaires? Tu parlais tout à l'heure de Jérémy et Jack qui... Ouais, alors, surtout sur les... J'aime bien avoir des bons débats. Tu vois, le truc, LeBron ou Jordan, c'est bon. C'est un très mauvais exemple, je te rassure. Non, mais tu vois le truc, c'est à un moment, carrément, on regardait, si un Américain il arrivait, il me demandait LeBron ou Jordan, je savais que l'année elle allait être longue, tu vois. Par contre, des meilleurs débats avec Jérémy ou Jacques, ou même si Jacques, des fois, il est extrême, tu vois. Ah, ça. Mais c'est toujours cool à avoir, tu vois. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut. Mais j'ai l'impression que les gens sont quand même les joueurs sont un peu moins passionnés, tu vois. Tu le ressens, ça? Ouais, je le ressens. Ouais. Les jeunes joueurs? Ouais. Avant, tu sais, nous, on regardait les matchs NBA et les coachs se disent non, mais regarde pas la NBA, regarde l'Euroleague. Mais maintenant, en fait, ils regardent même plus. J'ai l'impression qu'ils regardent plus les matchs NBA, ils regardent que les clips. Tu vois, comme tu vois les meilleures actions. La consommation du basket médiatique, elle a changé, elle est terrible. Bah oui, parlez-moi un peu de ça, de ce que vous voyez au niveau basket et médias. Vous êtes pas les seuls, mais vous êtes les meilleurs. Est-ce que vous voyez où est-ce que vous pensez qu'on est par rapport à d'autres pays ou où est-ce que vous vous situez? Moi je sais pas trop ce qui se fait en Espagne ou je sais que ils ont des gens comme nous. Je sais que par exemple l'Espagne a un championnat national bien plus fort que le nôtre, une culture basket bien plus forte que la nôtre. Et de toute façon, la manière dont est diffusé le championnat espagnol, c'est à des années-lumière de ce que nous on peut faire en proie. Après, moi, je reste un mec qui consomme le basket en regardant des matchs, en regardant des longues interviews, en regardant des longs documentaires. Évidemment que je vis avec ma génération, que j'ai Instagram et Twitter comme tout le monde, et que quelque part, ça te permet aussi de lire des mecs, d'avoir des avis de mecs, d'insiders qu'on ne pouvait pas avoir, il ne serait-ce qu'encore 15-20 ans. Ça, c'est quand même la grande nouveauté. Maintenant, se faire des avis sur un top 10 ou sur une action, une highlight, oui, c'est un peu la mode, mais après, on entend des sacrés saucisses aussi. J'ai l'impression quand même qu'au final,
les mecs qui disent des saucisses, ben, tout le monde le sait, tout le monde le voit et qu'il y a un filtre naturel qui reste. C'est qu'ils n'ont pas tout vu. Tant pis pour eux. Ouais, c'est clair. Ce qui est sûr, c'est qu'on est à un pic du basket. Hein. Je suis d'accord avec toi. On est à un pic. On a grandi, nous, avec 1 ou 2 matchs par semaine sur Canal et des magazines. Aujourd'hui, tu as tous les matchs disponibles. Beansport a rendu ça possible. Le League Pass aussi. Tu as un nombre de médias qui parlent de basket, de tous les baskets d'ailleurs, hein, de tous les baskets, mais c'est phénoménal. Donc oui, c'est vrai qu'on peut être triste de la consommation des gens. Je crois quand même que, par exemple, les résumés de 10 à 15 minutes ou sur le League Pass, le All Position Recap, où tu vois tout le match, pratiquement toutes les actions du match, ça pour moi c'est des game changers pour consommer le basket. On n'a pas tous 1h48 dans la journée pour regarder un match. Ça, parfois il y en a 2, parfois il y en a 15 aussi des matchs de NBA. Donc nous c'est notre métier, on passe par là. Mais si on avait un travail normal, un travail dans la vie normale, je pense que les gens n'ont pas le temps d'avoir 1h40, 2h pour regarder un ou plusieurs matchs. Donc il faut aussi se rendre compte qu'ils ont de la chance, tous ces gars-là, qui sont passionnés, qu'ils ont peut-être une demi-heure à louer pour regarder les résumés et après, pourquoi pas, écouter des podcasts ou des émissions comme les nôtres. En fait, c'est sais, ce qui est marrant, c'est fantastique en fait ce qu'on est en train de vivre. Bien sûr, ce qui est marrant, c'est qu'avant, moi j'avais des débats quand j'avais 14-15 ans, quand j'étais en centre de formation à 16. En fait, on avait quoi? On avait un match NBA sur une cassette qui traînait de temps en temps, allez, 2 par mois, et on lisait Basket News, et on lisait les magazines, et c'est en lisant des articles qu'on se faisait des avis sur des mecs. Donc on voyait rien, disons. Donc on voyait rien en fait. Et pourtant on était fan d'un tel. Aujourd'hui, finalement, un mec qui va regarder que des highlights, il a quand même 1000 fois plus d'infos que nous à 16 ans. Je pense que nos débats il y a 15 ans, ils devaient être minables. Ce que je disais, on n'avait rien à dire. C'est que moi je cherchais les actions de Kobe Bryant sur Skyblog. Ah bah oui. Et t'avais la même mixtape qui tournait 3 minutes et moi je voulais voir un peu des shoots, il y avait que des dunks. Après, moi, le premier highlight de Kobe et qui a fait que c'est devenu mon idole, c'est parce qu'il sortait avec Brandy. Hein. Voilà, ça c'est histoire vraie en plus. Hein. Ouais, c'est cool, Brandy, la famille. C'est vrai, c'était pour ça. Bien sûr. Moïcha, bien sûr, la famille. Bien sûr. Ils sont partis à sa fête du lycée là, à Kobe. Avant ouais, ça je savais. Ouais, mais ils sortent ensemble. Si, Kobe, déjà le petit flow, l'histoire de je passe pas la fac. Moi, quand j'ai découvert le basket, je lisais tous les magazines, les mecs qui passaient pas par la fac me fascinaient. Bon, aujourd'hui, après j'ai compris que... Non, Sean Kemp plutôt, tu vois. Je crois que c'est Daryl Dawkins qui passe pas à la fac aussi. Et donc Kobe, qui a été vraiment ce mec-là, Kevin Garnett. Je sais pas pourquoi j'avais une fascination par ces mecs qui passaient pas par la fac. Peut-être parce que moi, j'avais pas le niveau d'aller à la fac. Ça n'avait rien à voir avec le basket. Et peut-être parce que tu pensais à toi, t'es lycéen, et tu me disais l'année prochaine, il va en NBA. Bravo, grand. Vous l'avez lu par hasard le livre sur Kobe, Showboat? Non, on l'a, mais on l'a jamais lu, tu vois. Exceptionnel. C'est vrai à ce moment-là? Exceptionnel. Ok, il faudrait qu'on s'y mette. mette. Plein de trucs sur le pourquoi du comment il a été éduqué. Son père qui, en gros, tu vois, pouvait le mettre avec les meilleurs joueurs dans une team IAU, ils allaient en mettre 80. Il l'a mis avec une équipe tous les plus nuls en disant, bon, comme ça, tu peux shooter 80 fois par match. Apparemment, des fois, quand il travaillait sur un cross, il perdait la balle 12 fois. Son père disait, on s'en fout, continue à le travailler. Les coachs, ils pétaient un câble, coéquipiers, ils pétaient un câble. Enfin, tu vois, tu comprends beaucoup de choses derrière, tu vois. Et la partie aussi où il a coupé la carte bancaire de son père aussi, et ils ont arrêté de se parler. Ouais. Ils en parlent de ça. Non, mais justement, parce que c'est terrible histoire. Ouais, terrible histoire où sa femme, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées sur le pourquoi du comment, et c'est vraiment lire, très bien, à lire. Exceptionnel. Moi, c'est l'été que je lis des bouquins comme ça en général, donc vivement l'été prochain. Mais on est en novembre. On a parlé de vos analyses avant, donc vous prenez souvent position. Tu vois, non, mais quand je dis position, c'est positif. Tu vois, t'es pas à dire des avis. Des avis. Mais quand tu dis que Paul Reed, il est nul, tu vois, on a tous dit un jour qu'un gars est nul. Mais ce que je veux dire, c'est que vous faites quand même des fois, bon, bah voilà, on se l'est pris dans la gueule, on assume et on passe à autre chose. Mais attends, on passe un nombre de temps à l'antenne, évidemment que par moment, on se trompe. Moi, je reste persuadé que Paul Reed est un minable joueur NBA. Il n'empêche que. Mais ça reste un joueur NBA déjà. Oui. Mais je trouve que c'est un petit joueur. Je trouve que c'est un petit joueur NBA. Mais je le dis depuis tout le temps. Je ne l'ai pas sorti juste là pour faire le fanfaron. J'aime un peu, des fois, avoir des analogies avec Thomas où on se marre. Moi, Paul Reed, j'ai toujours trouvé que c'était un petit joueur de basket, quand il était notamment backup du côté de Philadelphie. Là, il s'avère qu'il est bon parce que Isaiah Stewart était blessé. Excellent, tu veux il a dire. sorti le match de sa carrière. Bah oui. Eh ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir le mec sur Twitter pour leur dire gna, gna, gna. Le mec, je lui ai répondu. En plus, lui qui a mis le truc, je lui ai fait tu l'as dû attendre longtemps ce tweet-là. Match, ouais. Puis après, je me suis dit avec Thomas, mais attends, on va reprendre la séquence qu'on a fait lundi, on va la mettre dans l'émission et on va en rire. Parce que le mec, c'est du basket. Et qu'à un moment donné, j'ai donné un avis sur un joueur que je pense être le mien. Et si je me suis trompé, qu'un mec pour me dire regarde, il a été bien meilleur que ce que tu dis, eh ben on en rit, basta. Et c'est cool. Mais des fois, est-ce que vous sortez de l'émission en te disant
Peut-être là, j'aurais peut-être pas Ça dû. arrive, Oui, ça arrive, oui, ça ça arrive. arrive. Parfois, on va trop loin, parfois même on s'énerve alors on a l'impression qu'on n'est pas d'accord dans l'émission. Tu sors 5 minutes après, en fait, on était d'accord. Mais comme on est bête et passionné, parfois ça dérape un peu. Non, c'est déjà arrivé. Après, c'est archi rare qu'il y ait des conséquences. Ouais. Tu vois, c'est aussi ça. Quand tu parles des joueurs américains, Paul Reed, il saura jamais ce qui Oui, s'est bien passé. sûr. C'est vrai, ça nous fait rire nous Ouais. dans notre petit, tu vois, l'écosystème français du basket. Mais parfois, si c'est vrai, on sort, on se dit, on n'a pas fait une bonne émission. Parfois, on se dit, on a fait une super émission. Tu vois, hier, on sort de la libre antenne. Je sors de là, je me dis pas, franchement, c'était excellent. Je me dis, c'était bien sur OKC. Le reste, on n'a rien apporté de spécial, tu vois. Bah si, tu sais comment tu dis magicien et sorcier en anglais ou non? Mais ça, alors, ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans la vie pour le coup. Oh, voilà, Wizards. Magician of Oz, non, Wizard of Oz. Après ça, c'est notre qualité, c'est qu'on arrive à digresser. Ouais, non mais On arrive clairement. quand même à digresser. Mais tu vois, hier, moi, je suis pas d'accord sur le fait Non que... mais justement, tu vois, est-ce qu'au début de votre aventure, quand tu sais pas encore que ça va marcher, tu vois, est-ce que des fois, en sortant, tu dis ça on peut pas dire, ça Oui. tu penses qu'on peut... Ou alors, il y a des choses, oui, évidemment, oui, sur oui, lesquelles oui, on peut oui, pas oui. aller. On n'est pas complètement débile. Par contre, on s'est autorisé beaucoup de choses. On s'est autorisé beaucoup de choses. Mais de digresser, c'est-à-dire que même dans un débat, finalement aller sur parler de musique, parler de cinéma, parler de bouffe, parler de soirée, des fois, tu vois, je sais pas. Mais des fois, on digresse, mais c'est toujours, j'ai l'impression, naturel, tu vois. Et finalement, surtout, j'ai l'impression que les gens, ça les fait marrer. Des fois, on croise des gens, les mecs, qui connaissent nos vies, quoi. Ils connaissent nos vies, nos soirées et tout. Alors, il y a même eu le climax, et des mecs qui appellent, que j'ai croisé en soirée, je m'en souviens pas, dans des états C'est catastrophiques. pas vrai. Ah, il y a un jour, il y a un mec qui appelle, qui a raconté une soirée, il me tape dans le dos comme ça, et je me retourne, il me dit, ouais, Juan et tout, nan, nan. Je me retourne, il fait, qu'est-ce qu'il avait dit? J'ai vu la mort dans tes yeux ou un truc comme ça, ou le livide, un truc, c'était au boom boom en plus, bon bref. Mais ça, c'était marrant, mais c'est nous en fait. Nous, on est des bons vivants, les gens, ils savent qu'on est beaucoup sortis, on a réduit quand même la voilure. Les gens, ils savent qu'on a bu, qu'on aime bouffer, qu'on aime sortir, qu'on aime voyager, ils le savent. Au championnat d'Europe, Thomas était vraiment malade du coup Oui, t'es vraiment malade, ouais. C'est vrai? Tellement malade. Mais il y a eu un Covid fulgurant Ok. parmi tous les gens de la FIBA et tout. Il y avait Parce que peut-être 15 personnes. Quand hein. tu regardais le truc, moi je me suis dit, en fait, Je sais, on a reçu beaucoup de messages. Non, j'ai fait 24 heures. En plus, moi, je suis Il très a raté malade. 2 en vrai. émissions. Hein. Attends, j'étais dans un état. C'est vrai. Non, mais attends, terrible. Bon, je suis quand même allé au resto le soir parce que il est hors de question que je reste chez moi dans ma petite piole, enfin petite piole, super maison d'ailleurs, dans ma piole à Riga. Mais non, j'étais vraiment malade. Et le lendemain, on apprend qu'il y a 10 personnes côté FIBA dans l'organisation qui sont restées à la maison, tu vois. Donc je me suis dit, ok, ça va, je suis pas seul. Mais non, mais ça peut arriver qu'on rate des émissions. Il y a des raisons qui sont énervantes parfois. Pendant les JO, il s'est passé 2-3 trucs pas cool pour ceux qui ont tenu la marée, tu vois. Mais là, j'étais vraiment malade pour le coup. Ok. J'étais vraiment malade. C'est quoi pendant les JO du coup? Non, alors. C'est que la dernière, j'ai fait toutes les émissions quasiment. Non, pas. La dernière émission, donc le dimanche, jour de la finale des filles, il y a le Winamax le matin et j'étais en soirée, la fameuse soirée où Vincent Collet m'attrape. J'étais avec les gars en boîte et je me suis pas levé. Ok. il m'a abandonné. Ok, Et donc ok. il s'est retrouvé à 2 avec Paul Ouais. pour débriefer Je sais pas, il était la midi. finale des gars. Ok. Non, c'était pour je crois que c'était la preview des filles. Hein. Preview des filles, finale des gars. Oui, ah oui, débrief des Débrief des gars débrief et des gars, preview des filles. Bon, Dernier jour, j'avais l'aine. Hein. t'as fait une soirée médaille olympique, c'est normal. Avec Steph, ouais. Mais Ouais, Steph, lui, alors. s'est levé, mais. Ouais, mais ça c'est des mauvaises excuses en fait. Tu sors, Ah, tu bah, sors. j'ai jamais dit que c'était une bonne excuse. Hein. Ah, bah, je sais, mais je le dis quand même. Chacun gère sa vie comme il veut. T'as raison. Voilà. À un moment donné, par contre, il y a des. Tu vois, tu peux pas rater un match parce que t'es sorti la veille. Ça a aucun sens. Bah là, c'est nos matchs en fait, les émissions. Il a pris une amende du coup? Il a pas pris une amende, mais bon, c'était relou, tu vois, au bout d'un moment, surtout qu'on partait en vacances vraiment dans la foulée. Hein, donc après, tu Ibiza, pars 3 le semaines. lendemain. Voilà. Oui, en plus. Donc relou. Ouais, Toi- pas cadeau. Vous connaissez aussi beaucoup maintenant de joueurs en perso, tu vois. Enfin, joueurs NBA, joueurs français. Bon, vous êtes plus sur la NBA. Vous arrivez quand même, maintenant, s'ils font des mauvaises performances, tu vois, à être 100% honnête. C'est la grande question. Mais, Tout le monde nous pose cette mais question. honnêtement, Bah, en vrai, c'est pas simple. Hein. Bah non, mais non, c'est pas, simple. c'est pas simple. On arrive à le faire. Et on a eu aussi des accrochages avec des joueurs qui, pendant un certain temps, n'ont plus voulu nous parler. Et après, on les a recroisés. Ça se passe toujours bien. Après, la susceptibilité des joueurs, elle est escalée. Et je peux le comprendre. Mais même quand tu n'es pas proche des joueurs, tu peux pas non plus tout dire ce que tu veux. Parce que on n'est pas non plus Alors, j'aime pas dire cette expression parce que dans les PMU, je trouve qu'il y a plein de discussions très intéressantes aussi. On a l'impression qu'il faut être que dans une bibliothèque, bien coiffé et sentir bon pour être pertinent. Dans les PMU, il y a plein de débats ultra pertinents, mais tu peux pas non plus, t'es pas dans ton canapé avec ton pote à dire ouais, il est nul, il pue la merde, mais regarde, il sait pas attraper le... Non, non. En fait, ça peut pas exister. Donc, évidemment qu'il faut de la nuance, mais il faut aussi essayer de rester juste. Maintenant, on n'est pas non plus là pour faire la promo des... Nous, on fait pas de la promo, on fait du journalisme. Donc... Mais je trouve que le bon cas, c'est l'équipe de France. Cet été, tu vois. C'est-à-dire que on peut parler des JO de l'année dernière, mais cet été, tu peux pas être dithyrambique
quant à leur performance. Tu vois, nous, on est là à dire la vérité. Contre la Géorgie, ils ont été catastrophiques, les mecs. Pour 1500 raisons. On peut discuter de beaucoup de choses, le game plan, l'adversaire, j'en sais rien, les blessures, on peut dire ce qu'on veut. Au bout d'un moment, ils n'ont pas été performants, alors que d'habitude, l'équipe est performante. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On dit la vérité ou on fait genre non mais ça ira mieux la prochaine fois. Tu peux dire que en 2027 au Qatar ce sera beaucoup mieux, mais tu dois aussi dire, parce que on est quand même honnête, tu dois dire la vérité sur ce qui se passe. Après Manille en 2023, franchement on n'a pas été tendre avec eux, on les a détruits. Après France-Canada là on était que des gars qu'on connaît, on les adore, ils nous ont régalé sur les 2 compètes d'avant. Tu fais des médailles olympiques, tu peux pas dire qu'ils ont été bons. Tu vois, et les premiers à dire bah ouais vous avez raison, vous êtes dans le vrai, bah c'est les joueurs. Tu vois, et ils le savent très bien. Si tu es là à faire un peu le mec, non, c'est vrai il a fait un match correct. Bon, il a 3-17, on a perdu de 20 points. Et tu vois, ils le savent en fait. Tu parles des gars qu'on connaît, puis il y a aussi, nous maintenant, on s'est décidé de faire les équipes de France, donc les filles, elles font au JO génial et tout. Tu arrives à l'Euro, elles font pas médaille. Elles font pas médaille. C'est pas arrivé depuis 20 piges. Mais tu veux dire quoi ? Alors, et là, les filles, tu les connais moins. Mais par contre, on sait que tu peux pas non plus envoyer comme tu peux envoyer avec les garçons. Eh ben là, mais bon, là, tu vas pas dire dommage les filles, c'est cool. Dommage, la prochaine fois, ça sera mieux. Parce qu'en fait, elles n'ont pas répondu aux attentes. Mais au bout d'un moment, c'est aussi le truc du métier. Et puis, s'il y en a qui sont susceptibles plus que d'autres, eh ben, tant pis. En tout cas, moi et nous, quand on a l'impression de rester sur le basket et que ça devient jamais personnel, moi, je suis OK. Après, tu me parles plus. Tu trouves ça dur, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je peux me regarder dans une glace et je peux te regarder droit dans les yeux et dire, moi, j'ai parlé que de ce que j'ai vu basket. Voilà, c'est tout. J'irai jamais sortir un truc personnel contre toi, contre ci, contre ça. Et je vais même te dire un truc, filles et garçons compris. Avec tout ce qu'on sait, tout ce qui nous revient aux oreilles, on les protège plus qu'autre chose. On les protège. On dit pas le quart de. Mais parce qu'en fait, c'est même pas le quart. On dit rien en fait. On dit rien parce que ce n'est pas basket en fait. Il y a des trucs qui sont de la vie de groupe et tu le sais bien, tu es sportif de haut niveau. Il y a des trucs qui sont dans la vie de groupe, de vie de vestiaire. On dit jamais ça. Nous, on regarde le basket. Mais est-ce que les trucs que tu apprends de la vie de groupe, si tu sais que ça a pu influencer sur un match, est-ce que tu arrives à l'englober en disant oui. Meilleur exemple, les JO l'année dernière. Hein. Franchement, on a appris très rapidement ce qui s'est passé avec le président, avec Vincent. En fait, on savait tout presque en temps réel, très honnêtement. Donc, on se retrouve, nous, le lendemain, à l'antenne, en disant bon, bah, on le dit pas, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, bon. Vincent a décidé de mettre Victor dans le 5. Oh, Rudy s'est blessé. Oh, ça tombe bien. Tu vois, il y avait tout un truc comme ça. On n'a rien dit. Au bout d'un moment, on a dit quand même des choses. Sans rentrer dans les détails, t'es quand même obligé d'en parler parce que ça commence à gonfler, les gens sont au courant, tu sens bien qu'il s'est passé un truc. Bon, quand même, on pose la question quand c'est l'après-compétition. On a posé la question à Nico et à Evan. Ils en ont parlé assez rapidement. Mais nous, on donne un petit peu de sel. On est aussi là pour ça parce qu'en fait, on l'a l'info. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Genre, on va rien dire. On est quand même obligé de dire un petit peu. Mais tu vois, c'est comme quand on savait, sur la dernière saison de Tony Parker aux Spurs, on savait qu'il allait partir. Ok. On savait. Mais on ne pouvait pas le dire. Donc on a dit, et si Tony Parker quittait les Spurs ? Mais mon gars, là on a vu des Spurs mecs, fans. des Spurs fans, des mecs et tout. Vous n'avez pas honte, vous nana, mais d'où vous sortez ça ? Nanana, vous êtes des journalistes, Ouais, t'inquiète, je suis journaliste. Quand il signe aux Hornets. T'as retrouvé tous les gars. T'as retrouvé tous les gars. Non, si, on les a retrouvés quand même. Mais justement, on les a retrouvés entre nous. On les a retrouvés, t'inquiète pas. Mais entre nous. Oui, entre nous. Donc en fait, on jamais de nos vies, on dira une info si on n'est pas sûr de. En plus, nous, on vit pas sur l'info. C'est pas le fond de commerce de faire c'est pas notre fond de commerce. Notre fond de commerce, c'est des émissions, d'être cool, de faire de l'analyse et de parler de basket. Donc on vit pas là-dessus. Mais quand on a des infos qu'on les sort ou quand on fait sous-entendre des trucs, c'est qu'on a l'info. C'est qu'on a l'info. Mais tu as raison, c'est dur. Tu peux pas tout dire. Moi, les sorties nocturnes, les trucs, les mecs font ce qu'ils veulent, en fait. Alors après, tu peux dire, ouais, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait ? Est-ce qu'on a mis... Mais moi, je veux jamais rentrer là-dedans. Parce que quelque part, je suis journaliste, mais j'ai été joueur et que quelque part, il y a des mecs qui ont fait quand Kobe. Alors oui, il s'entraînait à 6h du matin. Oui, mais à 6h du matin, il n'arrivait pas de chez lui. Il arrivait direct de boîte. Il a racheté tout. On a un pote à nous, enfin un journaliste qui a 60 piges à LA. Shaq et Kobe, dans leurs grandes années Lakers, ils arrachaient tout dans la night. Et ils ont gagné. Donc en fait... Moi, jamais j'irai sur des trucs personnels de vie privée et tout des gars. Et ça se voit dans les interviews quand ils viennent chez nous, ils ont confiance en nous. Mais tu vois, c'est aussi ça ce que tu disais par rapport à Tony Parker qui parle des Spurs. Quand tu as quelqu'un qui remet ton analyse un peu en doute et que tu as des infos, moi j'aurais du mal à pas lui mettre dans la gueule et lui dire. Moi, c'est les commentaires, on parle de commentaires aussi. Ouais. Donc à un moment donné, tu as le droit d'être détaché. Oui, mais voilà, exactement. Au bout d'un moment, Nico, moi je suis sûr de mon fait. En fait, c'est toujours pareil.
quand tu es sûr de ton fait et que tu as bien fait ton taf là-dessus, eh ben, en fait, laisse les mecs. En fait, les mecs, je peux même comprendre finalement, avec le recul, je comprends même leur réaction, tu vois. Plutôt que de dire, mais attends, tu sais pas. Non, non, tu sais pas, c'est pas ton métier. Tu es un passionné. La vision de fan, elle est scalée, elle est importante. Il faut la prendre en compte. La vision d'un journaliste qui a des infos inside, tu peux pas avoir la même vision, le même rapport que ces mecs-là. Ok. Je suis d'accord avec toi. Et comment j'ai vu que maintenant vous vouliez aller dans les différentes villes en France faire des. Ah ouais. Ça y est, il est c'est temps. quoi? C'est On des adore. shows. Il est temps. C'est comment on appelle ça? Il est temps, mon gars. Moi, je veux me lancer vends dans la le mèche. one-man show. Non, mais en fait, le but, c'est. On est dans nos émissions, on est ici à Paris, on a la chance de voyager, on va aux États-Unis, on commande des matchs. Et en fait, à chaque fois qu'on sort de chez nous, enfin du studio, on va dire plutôt, on voit bien qu'il y a toujours un engouement, tu vois, tout le monde se déplace. On a fait un truc à Toulouse avec Winamax, il y avait du monde. On a fait un match à Malakoff en National 3, il y avait 500 personnes. À chaque fois qu'on a fait un truc comme ça, le public a répondu présent. Donc maintenant, on se dit, il faut qu'on arrive à créer un type de série, tu vois, tu disais, un Tour de France quelque part, tu vois. Donc on va commencer à Paris parce que c'est le plus simple, parce qu'il y a le plus de monde aussi. Mais pourquoi pas un jour le faire à Limoges, pourquoi pas un jour le faire dans les grandes agglomérations. Oui, j'ai commencé par Limoges. Les grandes agglomérations françaises, francophones, aller en Suisse. On est allé en Suisse l'année dernière, il y avait beaucoup de monde. En Belgique, pourquoi pas aller en Afrique, je sais pas, au Canada, je te dis des bêtises, mais vu qu'on est écouté de partout, on se dit que ce serait peut-être cool d'aller dans des théâtres et faire des shows un peu spécifiques. Tu les captes, tu fais des podcasts ou des vidéos, mais surtout tu donnes la parole, ce qu'on fait le lundi soir, mais dans la vraie vie. Tu fais monter un gars sur l'estrade, on discute, on fait des quiz, ils vont tous voir, parce qu'à chaque fois qu'on fait des quiz avec les gens, qu'on est vraiment très 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 fort quand même, je tiens à le préciser. On s'est fait attraper à l'Apollo l'année dernière par... Tout à fait, ça arrivait une fois en 15 ans, bon ok, très bien. Il faut le rendre on est excellent, rendons hommage au gars qui gagne. Il a gagné contre toi après. Ah, c'est moi qui avais fait le truc. Non, mais c'est toujours important, tu vois. Tu vois, la compétitivité, je sais pas. J'ai aucun souvenir du gars, donc je dis ça, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, d'aller voir les gens, de passer du temps ensemble. Parce que ce qu'on fait là, en fait, on le fait toujours. À Toulouse, on s'est retrouvés pendant une demi-heure à parler de tout et n'importe quoi avec des gars qui sont déplacés. De loin en plus. Erwan à Limoges, il sera acclamé parce qu'il va dire je déteste Pau. J'ai toujours détesté Pau. Et là, il va être acclamé. C'est un supporter palois de la première heure. C'est des problèmes. Il va avoir des problèmes. C'est mes premiers souvenirs, c'est les premiers matchs de Euroleague et tout. Non, je suis un peu plus palois que les Mougeot quand même. C'est mort. Mais bon, après moi qui suis de Marseille, dans ce truc Paris, PSG, Marseille, pour moi, vos trucs de basketteur pour Limoges, c'est de la gnognotte. Alors par contre, j'aimerais m'arrêter sur un truc. Dis-moi. Alors, tu sais, quand tu commentes un match, quelles que soient les deux équipes, Paris-Limoges, si on prend ou Monaco, n'importe qui, ce serait bien que les gens qui nous écoutent aujourd'hui arrêtent de nous insulter pensant que nous sommes pro ou anti. En fait, Erwan, parle pour toi, mais moi je supporte aucune équipe. Il y a des équipes que j'aime bien, tu vois, un peu naturellement. Je suis parisien. Bon bah oui, je vais plus souvent voir le Paris Basketball, mais on n'a aucune attache avec le Paris Basketball. On n'est pas payé par eux, on n'est pas associé au club, enfin il n'y a rien, tu vois. Donc quand on reçoit des messages, hier vous avez été anti-Le Mans, pro-Limoges... En fait, c'est pas vrai du tout, les mecs. Enfin, j'espère qu'un jour, les gens vont comprendre ça. Déjà, il faut être très chaud pour être anti-Le Mans, tu imagines? Mais non, mais tu te lèves le matin. Mais on reçoit des trucs tout le temps. Je suis anti-Le Mans de ouf. Anti-Monaco, anti-truc. Mais en fait, avec moi, l'année dernière, pour la première fois, j'ai commenté les finales de Betclic. Et en fait, j'ai compris que le combat était perdu d'avance. Oui. On allait à Paris, les mecs nous disaient putain, les gars, vous êtes pro-Monaco. On allait à Monaco, les mecs disaient putain, vous êtes pro-Paris. Je suis bon. À partir de là, oui, mais si on peut le dire, disons-le quand même. C'est leur prix et c'est toujours marrant. Les mecs qui disent vous n'êtes pas objectif. Moi, je suis fan de. Bah, si t'es fan, frérot, en fait, tu peux pas être objectif. Tu vois, à partir du moment où tu me dis que t'es fan, et donc c'est toujours marrant que les mecs ils viennent de parler d'objectivité alors que eux sur sur les commentaires, leur photo de profil c'est le logo de l'équipe, le nom c'est fan account de. Tu vois, frère, arrête un peu. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, mais parfois c'est un peu frustrant. Ah, bah je te comprends. Voilà. Il y a des gens qui te critiquent pour un truc en plus. Si déjà je me fais critiquer, alors autant être pour une équipe. Autant aller à fond dans le truc. Bien sûr. Nous on est pour une équipe, c'est l'équipe de France. Lui en NBA il est pour les Lakers, je suis pour les Knicks. Voilà. Mais rideau quoi. Voilà, moi vraiment le championnat de France, j'ai la chance d'aller dans la salle commenter des matchs, d'être bord terrain. Moi je veux voir des bons matchs de basket. En plus on va toujours suivre le flow du match. C'est-à-dire que s'il y a une équipe qui est particulièrement bien dans le match, bah, c'est pas le moment de faire la promotion de l'autre équipe qui est à moins 30. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est un message important. Surtout s'il y a des Limougeaux qui nous écoutent. Voilà, je vous le dis à vous, avec votre beau club. J'ai bien compris club. qui tu visais. Bah là, pour le coup, je suis avec Nick dans mauvaise langue. Il y a des Palois qui t'écoutent un peu?
peut. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Bah, écoute, si vous Je n'êtes pas vais loin, faire un un petit épisode avec Freddy commentaire. Fotou à l'occasion. Ah ouais, c'est à Freddy, ça change tout. Mais voilà, nous, on suit le flow du match. On suit le flow du match. C'est vrai qu'une équipe qui a un bon passage et tout, ben, forcément, tu vas la mettre en avant et vice-versa. Tu vas pas dire oh là là, ils encaissent un 10-0, mais ils ont quand même fait un bon début de match. Il faut pas oublier qu'il y a 3 minutes. Ben non, Souvenez-vous qu'à la 3e journée, ils ont battu mais j'ai Monaco. bien aimé leur action, même si ça finit sur un airball, c'était quand même bien amené. Ben non, pas un match comme ça. Mais oui. Voilà. C'était important. T'as raison. C'est le bon endroit, je pense, pour le faire. Pour le préciser. Mais oui. Les gars, déjà merci pour cet entretien. C'est déjà fini. C'est toi. Ouais, très passionnant. T'es bon, Nico. C'est vrai, Ouais. t'aimes bien? Ouais, Bah t'as un ouais. petit truc. Maintenant, dis-moi un truc qu'il faut que je m'améliore, parce que je sais qu'il y en a plein. Alors, À part le carton sur les micros. ça, c'est Alors, facile. Hein. On va t'envoyer un petit lien. Ça, c'est facile. Moi, je pense que déjà, ça se voit que t'aimes faire ça. T'aimes poser des questions. J'aime poser des questions. Je suis curieux. T'es curieux, Je suis ça se curieux. voit. Maintenant, je pense qu'il faut que t'en fasses et t'en fasses et t'en fasses et que tu gagnes un peu plus en naturel. Mais moi, je vois déjà un mec prêt à faire des interviews. Bah, merci les gars. Non, mais je suis C'est plutôt d'accord. Hein. Il n'y a pas de. Il y a rien qui remplace l'expérience. Hein. Parce que mine de À rien, un c'est moment pas donné. simple. T'es Ouais. Nicolas Lang, tu viens chez nous à Influx, Oui, c'est vrai. tu te poses, t'as 2 mecs qui font ça depuis 15 ans. C'est vrai, c'est Et vrai. t'arrives à nous poser des questions. T'as bossé, t'es allé chercher des infos chez l'un et chez l'autre, des infos qui nous ont surprises. Non, franchement, après maintenant, Ça marche. amène un peu plus de. Mais plus ça viendra avec d'énergie. le temps. Ça viendra Mais avec parce le que temps. gros, quand on regarde il parlait de tribunes NBA, j'ai regardé les premiers tribunes NBA. Oui, je pense qu'il va falloir, côté hit, faire un choix. Pour l'instant, Dwayne Wade ou LeBron James, qui est le numéro 1 ? Je pense qu'il va falloir choisir. Et je suis sorti là, on m'a dit, ouais, c'est bien, t'as du jus à l'antenne. C'était il y a 15 ans. Donc, bref. Moi, au début, je me disais, putain, est-ce qu'on peut dire un gros mot de temps en temps ou, Ah, bah ça, moi, Voilà, c'est ton style. moi, je me fais engueuler par ma mère et maintenant par ma meuf parce que je parle soi-disant trop mal à l'antenne. C'est vrai que parfois, on a des moments où on parle très très mal. C'est vrai. Et souvent, on nous dit il y a des enfants qui regardent, etc. Et on y pense, mais on est trop naturel. Après, ça dépend où on parle. Il y a d'autres endroits où on dit Oui. aucun gros mot. Mais À je pense que, l'équipe, ouais. moi, par exemple, je dis Aucun gros ou à mot. l'antenne, quand je commente, je dis jamais un gros mot. Bah oui. Ouais, ouais. Alors que là, on a dit 10 gros mots là. Bah, on est chez nous, c'est bah. Bah oui. Non, t'as raison. Bon, en tout cas, déjà, merci pour l'accueil. Merci, à Nico. toi. Et bonne continuation. Et bravo pour ta carrière, Ah, Nico. hein. bah, merci les gars. C'est le plus Merci. dur maintenant qui commence. hein. C'est le plus dur. Ah bah ouais. La vie active et tout, De toute fais façon, gaffe. Hein. On m'a dit décroche le téléphone. Et j'appelle First Team et je sais où je taffe. Ouais, t'as raison. On cherche plein de consultants talentueux. nous. Est-ce que tu vas finir ta carrière à Limoges ? Bah, il me reste pas non plus 50 ans à jouer, hein, donc on verra. C'est ton but en tout cas. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Trop tôt. Tu sais, il y a une petite équipe en N1 là qui monte. À Mulhouse. Mulhouse. Tu vas On va retourner là-bas retourner. Je sais pas. En fait, Je sais Limoges-Mulhouse, pas. t'as pas envie d'être heureux, toi. Non, Quoi, aujourd'hui, non, c'est mais quoi, attends, moins véridique. 28 à Mulhouse, ça va. Véridique. Pour venir ici là, c'est un enfer les gars en voiture. Ah bah, Ah de ouais, quoi mais faut Dans pas- Paris, alors c'est l'angoisse. Non, mais, et donc je suis là et je me dis, je disais à Théo, mais franchement, on est grave mieux à Limoges les gars. Oh, ok, d'accord. Allez. Non, mais conduire, moi je comprends les mecs. Mais non, mais qui c'est habitent horrible, c'est horrible. Conduire c'est dans horrible. Paris, même en scoot, nous, ça nous rend fou des fois. Donc, Bien sûr. non, mais on embrasse les Limougeaux. Moi, je me suis régalé la dernière fois, même si vous avez perdu contre Monaco, le public, génial. Je suis allé au Mans aussi. Je me régale de découvrir des salles. Et donc, j'espère qu'on retournera à Limoges. Là, vous Surtout venez que nous revanche. t'as dit au Mans que t'adorais les mecs qui te parlaient du passé, qui te racontaient des anecdotes. Mais attends, Eh, mais si les gars à Limoges ils savent ils ça, sont pas Ah, venus bah, me le- calculer. la prochaine Il y a fois, un- il y a- ils vont venir te voir, tu vas jamais Parce repartir. que t'es pas loin, Il y a- Erwan, il y a- c'est il y a ça. un mec qui est venu me parler en me disant tu as dit sur un avantage qu'il n'y avait pas d'avantage au basket, c'était l'Euro 2022. Donc, je dis ouais mais gros depuis on m'a expliqué la règle, donc il était un peu à la bourre. Mais alors les Limougeaux fantastiques venaient me parler quand je suis dans les salles. Moi honnêtement tu vois à Limoges on est arrivé au commentaire, le mec il a dit on vous met un cordon de sécurité autour du post-com. Je fais quoi, ça va pas ou quoi? Laisse les gens venir nous parler avant les matchs et tout, et c'est fantastique. Donc non, Limoges, je m'étais régalé, Ah, quelle ils- belle salle. Ils hésiteront pas. J'avais Bon, gagné- merci les gars. J'avais gagné à Limoges, moi, à Beaublanc, avec les Tendeurs de Brest. Ah, pas avec Pau, ça va là. Non, pas avec Pau. Pour finir sur une anecdote de merde, j'aimerais quand même finir sur une invitation. Il paraît que t'es le meilleur shooter de l'histoire du championnat. Apparemment. Il se pourrait que tu Ah sois ouais, All-Star. T'es bon. Ah oui, Erwan. On a un truc pour toi. Bon, rendez-vous si tu es sélectionné au All-Star Game et que tu es à Paris à la fin de l'année. On a un petit challenge à te proposer, un truc un peu sympa. Ça va te plaire. Et ça va te plaire. Non, Hop, respecte. hop, 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 hop. Commence pas à gratter. Voilà, il y aurait une invitation. Ok. Il faut que tu sois sélectionné au All-Star Game. Hein. Ok, bah c'est vous Ça qui devrait le décidez, faire. hein, c'est pas Oui, moi. j'ai déjà voté pour toi, t'inquiète. Erwan, il a voté pour. Maintenant, je suis un OG quand je vais au All-Star Game. Il fait x2, gros, quand tu commentes. Faites place au prince Ali. Bon, allez, Allez, salut Nico. merci les gars.